Voilà, ça y est. Alors, bonjour à tous. On est là pour les rendez-vous de The Connection et je suis hyper contente de recevoir enfin mon amie, ma sœur de cœur, on va dire comme ça, Sandrine Simpra Brahmi, qui est multicasquette, multipotentielle. Et aujourd'hui, on la rencontre ou on la retrouve, pour ceux qui la connaissent ou pas, pour sa casquette en fait de thérapeute en hypnose, comme ça on dit. Thérapeute, en hypnose-thérapeute. Voilà. Oui, oui. Moi, je dis comme ça. Moi, j'ai toujours appelé, Mhm, c'est toujours présenté comme ça. Et mhm. moi, avant de te laisser la parole, je vais très brièvement faire un petit récap, en fait, de ce que sont les rendez-vous de The Connection. C'est un événement que j'ai créé, en fait, un an après le lancement de The Connection. Donc, ça nous amène à janvier 2022 pour situer les gens. Et, euh, et du coup, le concept est très simple. C'est un rendez-vous pour se rencontrer, pour networker, pour ceux qui n'ont pas encore compris que ça sert aussi à ça, les webinars, parce que ça permet de nous retrouver comme ça, là, en vrai, avec ceux qui sont là et que je remercie. Donc, merci Christine, Claudine, Catherine, Flo et Vivi. Et, euh, et du coup, le concept est très simple. On est en principe sur une demi-heure que j'arrive jamais à tenir. C'est plusieurs fois par an. Putain, je me suis déjà fait charrier hein, quand même. Quelqu'un genre m'a taclé gentiment. Donc, bah, écoutez, vous pouvez partir au bout d'une demi-heure. Si vous pouvez pas, moi, je m'en fous. Quoi, voilà. Et je fais comme je peux. Et donc, c'est plusieurs fois par an. Parfois, c'est même plusieurs fois par mois. Ce mois-ci, c'était plusieurs fois. Et puisque de mémoire, on a rencontré en début de mois, on a rencontré Claudie de nouveau. Et on a rencontré aussi Sébastien qui n'est pas là aujourd'hui. On était pour de la lecture. Donc voilà. Aujourd'hui, ben, je suis hyper contente. C'est déjà le 38e épisode. Ça passe vite. Et donc, on est sur un spécial thérapie par l'hypnose. Le concept de mon métier, même pas de mon webinar. Non, j'ai pas fini. Voilà, je me suis embrouillée. En fait, mon webinar est très simple. On est sur plein de thématiques. Au début, quand je l'ai lancé, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'au départ, je l'avais créé en mode 100% omnicanal. Je n'invite que des gens dans mon métier. Hop, lui, il est dans tel canal, etc. Et on voyait comment on pouvait faire avancer les choses et parler des tendances dans le marketing, etc. Et finalement, j'ai eu Johan Martin qui est venu pour parler d'influence en ressources humaines. J'ai eu aussi mon ami Ahmed Abachi qui est dans le social, puisque lui, il offre à des étudiants en fait des sandwichs pour manger. J'ai fait un spécial ou du développement personnel ou entrepreneuriat, leadership au féminin, etc. Donc, du coup, j'ai préféré ouvrir. Maintenant, on ouvre aussi à club d'écriture si besoin, participation, vente de livres. Voilà, je suis très ouverte à plein de choses tant que ça peut permettre de faire avancer le public et que les gens se rencontrent. Voilà. Mon métier, pour ceux qui ne le connaissent pas, je suis donc stratège en marketing omnicanal. Ça veut dire qu'en fait, mon métier, c'est de connecter la marque, l'entrepreneur ou la startup à sa cible euh, de toutes les façons possibles. On privilégie bien évidemment le gratuit, parce qu'il y a tellement de gratuits. On en a parlé avec, Simra a fait un audit gratuit avec moi. Elle a bien vu qu'il y a tellement de possibilités, parfois gratuites, ne serait-ce que les clubs, enfin les groupes sur Facebook, on n'y pense pas, mais c'est quand même un moyen de se faire connaître. Et c'est pas le temps, enfin, ça prend du temps quand réellement on a trop, mais c'est quand même une habitude pour se déployer, apprendre. Et bien évidemment, médias, hors médias, selon les budgets, selon la notoriété qu'on a ou pas. Voilà. Donc, c'est un moyen. Je pense que l'omnicanal, pour moi, est une nécessité. On ne peut pas être que sur un seul canal, même en étant le meilleur du monde. C'est bien d'avoir plusieurs canaux, le bouche à oreille, donc recommandations, au moins le site internet, à la limite, parfois on s'en fout. C'est même pas, aujourd'hui, on peut vivre sans site internet. Après, il y a quelques réseaux sociaux, avoir une petite vitrine sur LinkedIn, Facebook et Insta, je me dis que ça fait bien le job. Et puis après, venir comme ça, être invité en podcast, comme le fait aujourd'hui Simpra, aller dans les webinars, podcasts. On peut parler aussi lors des autres rendez-vous qu'il peut y avoir en présentiel ici. J'en profite pour dire aux gens que je fais un rendez-vous en networking dans ma ville la semaine prochaine, mon premier enfin. Voilà, terroriste ou pas terroriste, guerre ou pas guerre, je me lance. Voilà, ça fait un an que j'attendais.
Donc, tout ça fait que c'est un moyen aussi d'y aller, de rencontrer des gens, les meet-up, regarder tout ce qui se passe. Il y a plein de rendez-vous. Donc, on y va, on prend ses cartes de visite et que ça soit restaurant, plage ou ailleurs. Voilà. Ok, il faudra Euh, juste que tu me dises la date parce que j'étais pas, je savais pas que tu c'est faisais jeudi ça. soir prochain. Jeudi soir prochain? Ok, ok, je te tiens au courant alors. 100% cachère. Ah ouais, j'imagine. Je Voilà. te tiens au courant jeudi soir Voilà. prochain. Je te tiens au courant. Donc, j'ai Ok. passé vite fait tous les canaux de communication que vous pouvez retrouver dans ma sélection, les marques pour lesquelles j'ai travaillé. Il y en a plein, des petites, des grandes. Je suis, comment on appelle ça? Multi-activité, voilà, puisque je ne suis pas une jeune, donc je ne suis pas nichée, hein, et, et je vais rester polie. Et du coup, je pense que quand on peut travailler, on peut vendre en fait des crèmes de beauté, on peut vendre des chaussures, on peut vendre de l'assurance. Et c'est ça qui est hyper enrichissant, c'est que les problématiques sont différentes. Et c'est pour ça qu'en fait, comment dire, enfin, moi, j'ai besoin d'être, comment dire, ça permet de percuter beaucoup plus et je préfère en fait travailler sur des problématiques différentes parce que je pense que je m'ennuierais si je faisais tout le temps la même chose. Voilà. Donc l'agenda est très, très, très rempli et je suis franchement hyper contente. Euh, des objets publicitaires le 12 novembre. Je reçois Frédéric William King pour du personal branding en fait le 19. Des objets publicitaires mais en upcycling avec Alice Sadrin. De l'entrepreneuriat avec Emilia Attar parce qu'elle a une communauté en fait d'entrepreneurs. J'ai Stéphane Coulot de Web Mécanique qui revient nous voir et on va parler d'automation et d'IA. Il y aura entre-temps un audit numéro 3 de stratégie de marketing en live avec quelqu'un qui voudra bien être audité en live. Donc, je cherche toujours des personnes pour le numéro 3 ou pour après. On aura un spécial e-commerce à venir, un retail et luxe avec Sabrina Faubel. Et après, il y aura d'autres choses. Voilà. Donc, je cherche toujours des gens. Et maintenant, je vais laisser la place à Simra pour papoter, pour nous raconter peut-être brièvement déjà qui tu es et nous parler de tes plusieurs casquettes. Et puis après, on va focuser sur la thérapie par l'hypnose. Voilà. Ok. Alors, enchanté tout le monde parce que c'est bien de mettre enfin un visage directement, hein. Il y a beaucoup de noms que je connais sur LinkedIn. Et là, au moins, cette fois-ci, ça permet d'échanger. Donc, enchanté tout le monde. Donc, je m'appelle Sandrine Simcha Brahmi. Je vis en Israël depuis 21 ans. Euh, j'ai toujours été branchée dans l'écoute de l'autre depuis petite. J'avais toujours cette casquette. Donc, il allait de soi que plus tard, une fois plus grand, euh, je souhaitais devenir soit psychanalyste, soit psychologue. Et puis, les aléas de la vie ont fait que, voilà, et des chemins, j'ai pris d'autres chemins, on va dire d'autres voies, tout en restant proche comme ça de la psychologie. À travers mes études, j'ai pris aussi des UV en psychologie, etc. Donc, j'ai toujours gardé ça de côté. Et c'est une fois installée en Israël où j'ai pu réellement, enfin, arriver à faire ce que j'aime. Et donc, ça fait déjà pas mal d'années. Alors, déjà, il faut savoir que mon mari est rabbin. Donc, en tant que femme de rabbin, rabbin, c'est un ministre du culte au niveau de la religion juive. Et donc, en tant que femme de rabbin, on est censé être toujours à l'écoute des fidèles, de nos fidèles. Donc, déjà, si vous voulez, j'avais déjà cette casquette à être à l'écoute, aider, conseiller. Donc, c'est pour ça que je disais que je ne suis pas sortie, je ne me suis pas écartée. Et c'est une fois arrivée ici où j'ai renforcé j'ai pris davantage de formation, j'ai acquis beaucoup d'outils, donc notamment l'hypnose thérapeutique, il y a aussi la PNL, le programme neurolinguistique. CBT en français, c'est la thérapie comportementale cognitive. Voilà, toutes ces, la psychologie de l'identité émotionnelle. Voilà, j'essaie d'agrandir un petit peu mon cursus, mais je me focalise surtout sur l'hypnose thérapeutique parce que c'est extraordinaire. C'est vraiment l'outil par excellence qui permet, on va dire, de faire des changements, mais surtout d'atteindre ces objectifs.
Alors, je vois qu'il y a une question, c'est ça? Ta base religieuse t'a Non, permis de... c'est un constat. Ah, d'accord, ok. D'accord. Ok. Alors, est-ce que vous savez de l'hypnose? Ah, c'est une question que je pose. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez des a priori? Est-ce que vous avez déjà des connaissances? Moi, je veux bien répondre. Des connaissances, non. Pour moi, l'hypnose, c'est quelqu'un qui t'hypnose. C'est un peu comme on voit à la télé, là. Bah, Comment justement, en fait. Voilà. comment il Le problème, s'appelle? il est là. C'est pour ça que j'ai posé la question. C'est pour ça que j'ai posé la Faire question. n'importe quoi à n'importe qui. Alors, Moi, j'ai voilà, c'est un frein, en fait. C'est un vrai frein, en fait. Tu vois, comme quoi il faut vraiment qu'on casse ce Exactement. Ouais, mythe alors, de j'ai- merde parce que c'est jamais embêtant, quoi. essayé. Et alors, je sais qu'il y a différents types d'hypnose et de profondeur d'hypnose, mais voilà, j'en sais pas plus. moi, j'ai Ok. eu besoin de l'hypnose et c'était pour m'aider à retrouver le sommeil. Et Ok. ça a été très, très bénéfique. Et ça t'a aidé? Ça m'a beaucoup aidé. Ouais, ouais. Ça t'a aidé. Ok, super. Suite au décès de mon époux, j'arrivais plus du tout à trouver le sommeil. Et Mhm. avec l'hypnose, j'ai pu retrouver des nuits plus paisibles. Mhm, mhm. Ça m'étonne pas, j'en doute pas. Euh, alors, c'est vrai qu'en règle générale, dès qu'on parle d'hypnose, on pense à Mesmer, à l'autre, j'ai oublié comment il s'appelle, là, le moustachu, qu'on voit à la télé. En réalité, ça, c'est l'hypnose du spectacle, qui n'a rien à voir avec l'hypnose thérapeutique. Vraiment strictement rien à voir. Maintenant, il ne faut pas oublier aussi, c'est la télé. Du Donc, show. Ouais, dans le show. du show, exactement. J'ai une amie qui a travaillé, qui travaillait avec Arthur, et donc elle m'a bien dit c'est très gonflé, quoi. Hein, c'est pas bon. Donc l'hypnose thérapeutique, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement ce qu'on appelle déjà un état de conscience modifié. C'est-à-dire qu'on est concentré sur soi-même. C'est un peu comme quand vous êtes plongé dans la lecture d'un livre et que vous faites abstraction un petit peu à tout ce qui se passe autour, puisque vous êtes plongé carrément à l'intérieur. Ou alors, c'est quand vous conduisez, que vous partez d'un point A à un point B, et puis quand vous arrivez au point B, vous dites, ah tiens, c'est marrant, je suis déjà arrivé. Ça, c'est ce qu'on appelle, aussi bien dans la lecture que dans la conduite, ça s'appelle être dans un état de conscience modifié, être dans un état de transe. Maintenant, dans cet état-là, il y a différents niveaux. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier à ce moment-là? C'est que tout simplement, le subconscient passe au-devant du conscient. Alors, avant de continuer, je vais peut-être faire une explication. Qu'est-ce que c'est le conscient? Qu'est-ce que c'est le subconscient? Le conscient, c'est la mémoire courte. C'est-à-dire que quand vous allez retenir un numéro de téléphone parce que vous avez vu un appartement à vendre, vous le composez et puis 3 minutes après, vous oubliez. Tout ce qui concerne la mémoire courte, ça rentre dans le conscient. Le subconscient, c'est la mémoire longue. Et dans la mémoire longue, à l'intérieur, on va trouver en fait toutes nos croyances, toutes nos valeurs, nos stratégies de pensée, nos habitudes. Et c'est dedans, c'est à l'intérieur que on va chaque jour utiliser. On va puiser à l'intérieur des informations chaque jour. Regardez, je vais vous faire un petit schéma afin de vous expliquer comment se construit en fait, comment se remplit, se construit le subconscient. Bon, on va mettre comme ça, hop, hop, voilà, 10 et 18, voilà. Alors, là, ce que je vais vous montrer, c'est la ligne de vie d'une personne. Vous le voyez à l'endroit ou pas? Si? D'accord, super. C'est la magie de Zoom. D'accord. Je vais faire comme ça. Voilà. Donc ça, c'est la ligne de vie d'une personne qui commence à sa naissance et qui va jusqu'à, on va dire, 120 ans, plus pas. La ligne de vie d'une personne, elle est divisée en trois catégories, en trois parties, pardon. La première, c'est de la naissance à la préadolescence, qui correspond à peu près 8-10 ans, parce que ça va dépendre si c'est une fille, si c'est un garçon, ça dépend de la maturité. Et pendant cette période-là, l'enfant est comme une éponge, c'est-à-dire qu'il va absorber toutes les informations, les odeurs, les événements,
il va tout absorber, comme une éponge qu'on met, vous savez, vous savez, quand vous prenez une éponge complètement sec et que vous la mettez dans une bassine d'eau, vous allez voir, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, et puis elle absorbe toute l'eau. Donc là, c'est un petit peu comme ça le cerveau d'un enfant. Il absorbe tout de tout le monde, c'est-à-dire de son père, de sa mère, des frères, des sœurs, des grands-parents, du voisin, de la voisine, de la nounou, de tout le monde, de tout le monde, de tout le monde, des gens dans la rue, des phrases qu'on peut dire, tout. Et ça rentre dans une boîte à outils. Après, on rentre dans la période de préadolescence et de l'adolescence. On sait que l'adolescence, c'est une période assez mouvementée pour le jeune, puisque c'est le passage de l'enfance à l'adulte. On cherche ses repères, on cherche son identité, on veut se créer, on a ses propres croyances qui sont parfois souvent erronées à ce moment-là. On pense toujours avoir raison. Alors finalement, pendant cette période-là, c'est l'adolescent qui va choisir de qui il va être influencé. Ça peut être une ou deux personnes, c'est plus tout le monde. Donc ça peut être un grand-père, ça peut être un prof, ça peut être, si c'est une fille, une influenceuse, un chanteur, ça peut être, si c'est un garçon, un joueur de foot. Voilà. C'est pour ça que c'est la période où on va mettre les posters dans la chambre, où on va écouter toujours les mêmes chansons. Mais il fait un choix. Et puis il arrive à l'âge adulte, alors 18, 20 ans à peu près. Il arrive à l'âge adulte et là, il se dit, mais j'en ai marre de devoir être influencé par tout le monde. Je veux prendre mes propres décisions, avoir mes propres choix, mes choix musicaux, mes choix dans mes conjoints, dans mon métier, dans ce que je veux faire, dans ce que je veux porter. Ma chambre, je veux la laisser telle que je veux. J'ai envie peut-être même d'aller vivre seule. Ah oui, mais il y a un problème. Je ne l'ai jamais fait. Jusqu'à présent, j'ai toujours été influencée. Comment je vais faire? Ah, mais j'ai ma boîte à outils. Eh bien, je vais utiliser tout ce que je vais enregistrer dans ma boîte à outils. C'est-à-dire qu'en tant qu'adulte, toute ma vie d'adulte, je vais utiliser toutes les informations que j'ai rentrées dans ma boîte à outils. Et cette boîte à outils, bien évidemment, c'est le subconscient. C'est un sacré bordel. Oui, c'est pour ça qu'à l'intérieur, on va trouver en fait nos valeurs et nos croyances. Et dans les croyances, il y a 3 catégories de croyances. Vous avez les croyances générales. Alors, les croyances générales, par exemple, il y en a une qu'on connaît très bien ici, en Israël, c'est pour devenir millionnaire en Israël, il faut devenir milliardaire. Tout le monde le dit, personne ne le fait. Mais baisser enfin, ton écran parce qu'on ne te voit pas bien. ah oui, parce Voilà, que je super. montrais, voilà. Ouais, je sais, t'inquiète. Avec l'ardoise, c'était Oui, voilà, c'est mieux. pour ça. T'inquiète. Donc, c'est toutes ces croyances un petit peu générales comme ça, où on n'a pas besoin de preuves pour justifier. Ensuite, il y a les croyances boostantes. Ces croyances qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs et d'être en harmonie avec mes pensées, mes actions, mes paroles et mes actions. Et vous avez ce qu'on appelle les croyances limitantes. Les croyances limitantes, ce sont les croyances qui, à partir du moment où j'ai un objectif et une croyance m'empêche d'atteindre mon objectif, alors ça devient une croyance limitante, à savoir une fausse croyance. Maintenant, dans la vie de tous les jours, je vais utiliser tout ce qu'il y a dans cette boîte à outils, tout en faisant pas de tri. Je ne sais pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Pour moi, enfin pour la personne, tout est vrai. Maintenant, ce qui se passe, je vais faire un autre schéma. Ce qui se passe, c'est que dans notre cerveau, alors je dessine pas très bien, mais bon. Chacun son métier. Exactement. Voilà, ça c'est le cerveau, on va dire. D'accord? Vous avez le conscient et le subconscient. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle un filtre qui s'appelle le facteur critique. Depuis notre plus tendre enfance, donc comme on l'a expliqué ici où tout rentre dans la boîte à outils, au moment de rentrer dans la boîte à outils, c'est ce facteur critique qui va décider s'il met les informations dans le conscient ou dans le subconscient. Donc la mémoire courte, c'est dans le conscient. La mémoire longue, comme par exemple quand on apprend à conduire, toutes ces informations vont rentrer ici pour rester beaucoup plus longtemps. Donc, tout au long de la vie, on a différents événements qui se passent, que l'on voit, et puis lui, il décide s'il le met là ou il le met là. Maintenant, parfois, il peut y avoir des événements traumatisants, il peut y avoir ou tout simplement quelque chose qui a dérangé, et lui, le facteur critique, comme il est là, il est censé de nous protéger, il va prendre cette information-là, qui est censée être difficile, il va la rentrer dans le subconscient, mais il va la refouler tout au fond. Tout au fond. Et il va la recouvrir de plein d'autres informations. Donc, arrivé
à l'âge adulte. Là, par exemple, hier, j'ai une nouvelle patiente qui a un grand mal-être, très, très grand mal-être. Et elle pleure, elle me dit, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi. Et en fait, en parlant avec elle, elle a grandi dans une famille où il y avait beaucoup de violence verbale et physique. Et donc, et elle me disait au départ, elle me disait, j'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai l'impression d'être toxique dès que je rencontre quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie de détruire cette relation. Et ben, en lui expliquant ce schéma-là, elle a compris qu'elle avait enregistré étant enfant, à force de voir son père tabasser sa mère, lui casser le nez, lui casser les dents et la frapper. Pour elle, elle a enregistré en tant qu'enfant à l'âge de 4 ans cette image qu'un couple, et ben c'est comme ça que ça se comporte. Sauf qu'aujourd'hui, à l'âge adulte, et c'est là où je veux en venir, ben ça la dérange. Parce que quand on arrive à l'âge adulte, le subconscient, il a enregistré une information qui n'est pas bonne. Maintenant, comme il n'y a pas de dialogue entre les deux, il faut bien que le conscient soit conscient qu'il y a un problème, qu'il y a une information qui est erronée, une fausse croyance. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des signes, des signaux au conscient. Et ces signaux, ça peut être soit un mal-être, ça peut être des phobies, ça peut être tout simplement des allergies. Une fois, j'avais une patiente de Miami qui voulait renforcer sa confiance en elle et qui un jour me dit, au fait, est-ce que vous traitez aussi les allergies? Je lui dis, bah, si ce n'est pas un problème médical, oui. Elle m'a dit, oui, oui, j'ai vu plein de médecins, on n'arrive pas à trouver comment réparer, enfin, comment soigner cette allergie. Et donc, on a fait un travail ensemble et il s'est avéré en fait que, d'abord, je lui ai demandé de m'envoyer en photo dès qu'elle avait une crise d'allergie. Et en fait, sur son corps, sur son dos, elle avait des traces, comme si on la fouettait, comme des traces de fouet. C'est des marques comme ça, rouges sur son corps. Et donc, à travers la séance d'hypnose, elle a découvert qu'en fait, elle avait une voisine qui était toxique, qu'elle, c'est quelqu'un qui aime être dans le, comment on appelle ça, dans la métina, dans le don de soi. Elle aime beaucoup aider. Et la personne en face, non pas qu'elle attendait un retour de sa part, mais elle l'agressait verbalement. Donc, comme elle était vexée par rapport à tout ce qu'elle aidait, elle était vexée, mais elle voulait mettre de côté sa vexation. Elle disait, bon, c'est pas grave, allez, je l'aide quand même, la pauvre, elle a des difficultés, etc. Mais il n'empêche que son corps a réagi différemment. C'est-à-dire que chaque phrase que sa voisine lui lançait, pour c'était comme un coup de fouet qu'elle ressentait. Donc, une fois qu'elle a su s'imperméabiliser et prendre des distances par rapport aux agressions extérieures, eh ben, son allergie, bien évidemment, est passée. Donc, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, l'idée, alors, en fait, dans une séance d'hypnose, en fait, c'est quoi? C'est que comme le subconscient envoie au conscient une information qui a un mal-être, eh ben, pendant la séance, lorsque le patient est dans cet état de conscience modifié, on va mettre le subconscient en avant. C'est-à-dire que dans cet état de transe, on va contourner le facteur critique, on va occuper le conscient pour accéder ici et faire, entre guillemets, le ménage. Un peu comme une bibliothèque qui est mal rangée, où les livres sont posés un petit peu à l'envers ou couchés, et ben on va bien les ranger. Parce qu'une fois qu'il y a une information qui rentre dans le subconscient, on ne peut pas la changer, on ne peut pas la retirer et laisser l'espace vide. On est obligé de la transformer et de booster ce subconscient. Le subconscient a une très, très grande force. Et vous savez, beaucoup de grandes sociétés ont compris comment fonctionne le subconscient. Je donne toujours l'exemple de Coca-Cola. Tout le monde connaît Coca. D'accord? C'est dans le monde entier. Et en vrai, Coca n'a pas vraiment besoin de publicité et pourtant, ils en font beaucoup. Et dans leur publicité, en fait, ils utilisent tous les sens. Le sens de la vue, parce qu'il y a la couleur avec le logo, il y a la mémoire visuelle, il y a Le rouge. le rouge, la mémoire auditive. Vous savez, quand vous avez cette pub où vous entendez la canette qui fait pshh, comme ça. Vous avez le sens du toucher, où vous voyez ces fameux gouttes qui coulent comme ça sur la canette. Et tout ça, ça fait référence à quoi? Ça fait que nous, il suffit qu'à un moment donné de la journée, on est dans cet état de conscience modifiée, même légère, au moment où vous conduisez, où vous êtes allongé sur votre fauteuil en train de regarder la télé, et puis que vous vous laissez complètement aller dans la détente, et que vous voyez cette publicité, ça va s'enregistrer dans votre subconscient.
Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour où vous vous retrouvez à l'extérieur à 40 degrés de chaleur et qu'il fait super chaud et que vous sentez la goutte de sueur qui va couler le long de votre dos, depuis la nuque, tout de suite, ah, j'ai envie d'un coca. Pas moi. Pas moi. Pas toi, d'accord. 11 ans. 11 ans. Après, il y a une question de goût. Après, il y a une question de goût. Ça sera peut-être autre chose dont tu auras envie et qui aura joué sur le subconscient. Rien ne volo. Franchement. Oui, oui, c'est sûr. Rien ne volo. Et donc, en fait, c'est pour ça que je dis toujours que le subconscient, enfin l'hypnose thérapeutique, c'est l'outil par excellence. C'est celui qui va permettre de faire toutes les modifications et permettre à la personne d'atteindre tous ses objectifs, quels que soient ses objectifs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je n'ai pas eu du tout utilisé une seule fois le mot problème. Beaucoup, quand ils Il n'y ont a que des solutions. c'est quoi ton problème? Il faut faire très attention à la manière aussi dont on parle, parce que ça influe dans notre pensée, elle influe dans notre parole et dans notre attitude et dans notre comportement. Donc, on parle plutôt, on va dire, d'objectifs, de faire des changements dans sa vie et avoir des objectifs. Alors, ça peut être la confiance en soi, ça peut être l'estime de soi, comme ça peut être quelqu'un qui veut faire un régime, comme quelqu'un qui voudra arrêter de fumer, mais ça peut être aussi des traumatismes. Par exemple, en ce moment, étant en Israël, j'ai des patients qui sont des rescapés de la tragédie du 7 octobre. Dont on travaille pour éviter tout ce stress post-traumatique. J'ai des patients aussi qui ont subi des attouchements sexuels étant enfants. Il y a un mois de ça, on m'a demandé d'aller témoigner à la police parce que la police française est arrivée ici dans le cadre d'une enquête où j'étais la thérapeute d'une victime qui aujourd'hui est adulte. On m'a demandé de témoigner, qu'est-ce qu'elle a raconté pendant les séances. Bien évidemment, j'avais son autorisation au préalable. Donc, ça traite tout. Et elle, en fait, pourquoi elle s'est tournée vers moi? Ça, c'est un exemple typique de ce que j'expliquais quand c'est un traumatisme. Elle m'a appelée et puis elle m'a dit, voilà, j'ai découvert, c'est une femme de 33 ans, mariée avec 3 enfants. Elle me dit, j'ai découvert que mon oncle, celui que j'aimais le plus, aurait abusé de moi étant petite. Et pourtant, je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas du tout. Et je ne peux pas le croire. Elle avait complètement refoulé ça. Elle m'a dit, je voudrais que vous m'aidiez à retrouver mes souvenirs. Alors, je dis, OK, pas de problème. Alors, en parlant, elle commence à m'expliquer qu'elle souffrait de colère, d'impatience, très colérique envers ses enfants, bien qu'elle les aime énormément. Pendant les séances, pendant le travail, elle a compris qu'en fait, tout était lié et on a commencé déjà à travailler. C'était assez long, bien évidemment, parce qu'il y avait des blocages. Je lui ai quand même dit, tu sais, si tu t'en souviens pas, c'est justement parce que pour te protéger, c'est le facteur critique qui était là. Donc, est-ce que tu es prête à découvrir? Oui, j'ai besoin de découvrir parce qu'il y a plein de victimes encore et puis on doit passer au tribunal, donc j'ai besoin de m'en souvenir. Et bien, effectivement, elle est dans les séances, on a fait ce qu'on appelle des régressions et elle est retournée à sa petite enfance où elle était âgée de 4 ans et elle a raconté dans les détails ce qui s'était passé. Et alors, bien évidemment, dans ces séances-là, contrairement à ce qu'on peut croire dans l'hypnose du spectacle, on ne prend pas du tout le contrôle sur la personne. Alors, vraiment pas du tout. Je confirme, hein. Je peux confirmer, puisque les gens, j'en ai pas parlé en introduction, mais j'ai rencontré en fait Simra avant que je m'installe à Bat Yam, et parce que j'avais justement en post-cancer installé en Israël et je me sentais un peu larguée, j'avais besoin de parler, il fallait que je me reconstruise, j'étais à 4000 km de toute ma vie, hein. Il fallait que j'avance, et du coup j'avais un très gros problème de confiance en moi, je ne retravaillais pas, je venais de sortir de l'école, j'étais soignée de mon cancer, donc guéri, mais il fallait que j'avance. Donc, j'ai pris contact avec elle et c'est comme ça que j'ai enfin fait de l'hypnose parce que j'avais déjà essayé une première fois un jour avec quelqu'un, ça n'avait pas marché. Et avec elle, j'ai pu avancer, j'ai réglé, je pense que j'ai réglé de la colère aussi, de la confiance en moi, j'ai réglé ma psychorigidité. C'est ce que j'allais dire. Voilà, parce que aujourd'hui, c'était c'est davantage prendre du recul par rapport à tout ce qui se c'est passe autour de difficile. toi. C'est encore difficile, mais après, tout dépend à qui j'ai affaire.
Et c'est vrai que je suis, enfin, voilà, les gens qui me connaissent, enfin, il y en a qui ne me connaissent pas, mais je suis quelqu'un de très, très radical. Quand j'aime, j'aime. Quand je t'aime plus, je t'aime plus. Mais si je t'aime plus, c'est qu'il y a forcément une raison. Si je ne me suis pas levé un matin en me disant je vais te détester. Et du coup, j'essaye de verbaliser, puisque c'était ça mon problème. Je partais comme une petite fille, je boudais et je te laisse comme ça. Et je pouvais durer 20, 30 ans. Et en fait, celui qui souffrait, ce n'est pas celui qui seulement en face, c'était moi aussi. Donc finalement, là, j'ai dû régler des choses et j'ai pensé à toi d'ailleurs dans la semaine parce que j'ai verbalisé une situation où j'ai dit à une de mes amies, ce serait peut-être bien qu'on s'appelle un peu plus souvent parce que sinon la relation va s'étioler et on sait qu'à 4000 km, bah, c'est très compliqué. Et du coup, ben, apparemment, le message a été entendu puisqu'on s'est appelé dans la foulée. Voilà. Donc après, quand les gens y tiennent à vous, ils comprennent. Mais c'est vrai que si, après, c'est vraiment débouteiller la mer. Si en temps de guerre, les gens, ils ne s'inquiètent pas pour vous et que ce sont des gens qui sont là, que c'est vrai que c'est la réalité, hein, c'est ces gens qui sont ici, hein, moi, j'en ai l'herbe aux yeux, mais qui s'inquiètent plus que des gens qui me connaissent en chair et en os, c'est vexant. C'est vexant, mais en même temps, je suis très touchée par ceux qui m'ont jamais vu, mais en même temps, je suis très vexée hein, par les vrais. C'est... Mais après, c'est des... Je pense que les chemins après se séparent. Il y a des... quand il y a plus... il y a le timing à un moment donné, et je crois qu'après, il y a les affinités quand elles sont plus là et qu'on a pu... on n'est plus aligné, comme on dit. C'est logique. Voilà. Donc, je confirme il y a des progrès derrière tout ça et on peut même pas imaginer, en fait, je pense que c'est, enfin, le panel de ce qu'on peut soigner est énorme, quoi. Énorme. Ah, alors justement, je voudrais réagir à ce qu'a dit Floris. Les blessures intérieures font partie des blessures les plus difficiles à traiter. Oui et non. Oui et non. Lorsqu'on a une blessure intérieure, on est menotté dans cette blessure. Alors on a l'impression que c'est insurmontable, que c'est très difficile. Mais en réalité, la personne, elle n'est pas née avec cette blessure. C'est une partie d'elle qui est blessée. Donc, grâce à l'hypnose, et dès qu'on sait où se trouve cette blessure à travers les séances, eh ben, c'est facile à la réparer. Ça veut dire que des fois, quand il y a des personnes qui viennent et qui me disent j'ai eu une enfance difficile, est-ce que vous pouvez m'aider? Je leur dis d'emblée, je leur dis voilà, ne me demandez pas de vous aider à oublier. C'est sûr qu'on ne peut pas oublier parce que c'est déjà ancré dans le subconscient, on ne peut pas l'oublier. En revanche, on le range dans un tiroir et on continue à vivre. Oui, une coopération. Il faut coopérer pour accélérer la guérison. Oui, bien sûr. Il y a une coopération, comment on dit, Adadi. Bon, j'ai des fois des mots qui me viennent. En hébreu? Oui, comment on dit Adadi? Un échange, c'est-à-dire, voilà. Dire, moi, je vais vers la personne vient vers moi, et à travers cet échange, on travaille aussi, bien évidemment, sur la coopération, sur la volonté. De toute façon, si je peux me permettre, la volonté, elle est déjà dans le fait de prendre un premier rendez-vous avec toi, déjà pour la découverte, et c'est déjà un premier pas. C'est exactement pareil que comme n'importe quel autre thérapeute. Voilà, si tu sais que tu as un problème et que tu décroches pas le téléphone, personne ne pourra le faire. On va pouvoir donner le numéro. Voilà, moi, je le sais, hein, pour avoir envoyé, les gens sont pas là, mais moi, j'ai envoyé à des amis, à plein d'amis, les coordonnées de Simra. Je ne peux pas décrocher le téléphone pour eux. Mais après, moi, je peux témoigner pour avoir été suivi par des thérapeutes, enfin des psychothérapeutes ou psychiatres. Je ne sais pas si Nat pourrait prendre la parole ou Viviane, qui me connaissent. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que eux connaissent la Delphine d'avant et connaissent la Delphine d'aujourd'hui et je suis plus la même. Et alors, c'est pas seul. Alors après, OK, il y a l'effet Alia, l'âme supplémentaire, le fait que je sois un peu plus complète. Après, j'ai vécu d'autres choses peut-être aussi. Mais je pense que le changement, il est flagrant. Et même toi, tu peux le témoigner parce que tu me suis bah, de près. Voilà. Donc, c'est vrai que... Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que, regardez, je vais vous faire un autre... dans la vie d'une personne, on est composé de différents départements. Il y a le département relationnel. Dans le département relationnel, il y a ma relation avec mes parents, il y a la relation avec mes frères, mes sœurs, mais il y a ma relation, moi, en tant que parent. Le département professionnel, moi, en tant qu'employé, moi, avec mes collègues, moi, en tant que patron, moi, avec mes salariés. Il y a le département du loisir professionnel, des études, etc. Alors, on imagine un écran
avec plein de cases, plein de cases. Toutes ces cases-là représentent un département de vie. À notre naissance, donc on a tout cet écran-là, et chaque case, en fait, derrière chaque case, il y a une lumière qui éclaire. Et donc, quelqu'un qui est équilibré, c'est-à-dire qui est en harmonie entre ses paroles, ses pensées et ses actions, eh ben, va avoir tous ces départements-là allumés. Et puis, un jour, quel que soit l'âge, il se peut qu'il y a un département qui va s'éteindre, peut-être deux, mais la personne, en fait, elle va être tellement menottée dans cette idée que ça ne va pas, que ça ne va plus, qu'elle va avoir l'impression que tout s'est Pas éteint. mal. Tu En vois. réalité, il n'y en a que deux. Et le travail, en fait, le travail avec l'hypnose thérapeutique va consister à d'abord découvrir quels sont les départements qui se sont éteints. Parallèlement à ça, lui rappeler qu'il y a plein d'autres départements qui sont éclairés et que c'est ceux-là qui vont les éclairer même s'ils sont éteints, en attendant que pendant le travail, on va rallumer ceux-là de façon à ce que la personne puisse retrouver cet équilibre émotionnel. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on part du principe qu'on ne naît pas avec nos traumas. Lorsqu'on vient au monde, tout est propre, tout est neuf. Et après, on a différentes croyances qui viennent et qui peuvent gâcher notre vie de tous les jours. Je ne sais pas s'il me reste encore du temps pour donner un autre exemple, Delphine. Ah, mais moi, on peut rester jusqu'à 2 heures, 3 heures, comme on veut, tu vois. C'est-à-dire que tant que les gens, même si après on veut finir la séance, même ensemble toutes les deux et qu'il n'y a plus personne, il n'y a plus personne, on peut rester le temps qu'on veut. Celui qui part, il part. Personne n'est attaché, tout dépend des obligations des gens. Mais on est, voilà, si tu es libre et que tu as du temps, il y a là. D'accord. Voilà. Oui, j'ai prévu. Ma prochaine patiente, elle est dans 1 heure et demie, donc c'est bon. Voilà. J'avais Moi, j'ai prévu. jamais de rendez-vous derrière. Voilà. Ah, ok. Je suis en week-end après. Voilà. Mhm. Alors, voilà, par exemple, je vous donne un exemple. J'ai eu une patiente qui un jour me téléphone et me dit, est-ce que vous traitez les douleurs? Je vous dis, si ce n'est pas médical, oui. Elle me dit, j'ai des maux de tête. J'ai des maux de tête terribles du matin au soir et du soir au matin. Alors, je lui dis d'abord, je ne peux rien faire tant que je n'ai pas un papier du médecin qui me certifie que vous n'avez pas un problème médical. Donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie voir son médecin. Dans un premier temps, elle a fait des scanners, etc. Et le médecin, effectivement, lui a confirmé qu'il n'y avait rien. Elle lui a dit, bon, apparemment, c'est autre chose. Donc, elle est revenue quelques temps après et elle m'a dit, voilà, tous les examens, effectivement, le médecin m'a dit que médicalement, tout est parfait. Alors, je lui demande quel impact ça a dans sa vie de tous les jours, le fait d'avoir ces maux de tête. Elle me dit, je suis très désagréable parce que j'ai mal tout le temps, je suis très stressée, je crie tout le temps, je suis très énervée, j'ai peur de tout. Quand mes enfants vont à l'école, je suis tout le temps en train de les appeler à chaque fois. Et c'est invivable. J'ai dit, OK, alors on a commencé à travailler. Première étape dans le travail, elle a découvert qu'elle s'était trompée en réalité. C'est parce qu'elle est stressée qu'elle avait peur qu'elle avait mal à la tête. Et non pas ces maux de tête provoquaient son stress. Donc, une fois qu'elle a découvert ça, je lui dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on continue en approfondit ou ça y est, maintenant tu sais pourquoi et tu vas apprendre à lâcher prise? Elle m'a dit, non, 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 je veux continuer. Donc, on a continué. Et en fait, au cours, à nouveau, de ce qu'on appelle une régression, je lui pose la question, je lui demande maintenant, j'aimerais que tu ailles à la toute première fois où tu as ressenti cette peur en toi. Et donc, elle va, je lui pose la question, je lui dis, quel âge as-tu? Elle me dit, j'ai 4 ans, où es-tu? Je suis avec ma tante à l'extérieur, où vous allez? Je veux rejoindre mon père à son travail dans un immeuble. OK, qu'est-ce qui se passe? Donc, je lui demande de me raconter ce qui se passe. Elle me dit, on rentre dans l'immeuble et là, il se trouve qu'un voisin descend avec un gros chien, un très gros chien. Je dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, bah là, ma tante me lâche la main et se sauve. Je lui pose la question, je lui demande, OK, qu'est-ce que cette petite fille de 4 ans ressent à ce moment-là? Elle me dit, elle a peur parce qu'on l'a abandonnée. Elle est toute seule face au danger. Et donc, elle a très, très peur. Donc, à ce moment-là, comme on l'avait dit tout à l'heure, à ce moment-là, entre une information dans son subconscient, on peut m'abandonner à tout moment à un danger. Je ne suis pas à l'abri. N'importe qui, même ma tante, qui est quelqu'un de proche, peut me laisser face à un danger. Donc, elle a enregistré cette information. Et cette information,
s'est répercuté dans sa vie d'adulte. Alors, dans la séance, je continue et je lui dis, OK, mais maintenant, toi, aujourd'hui, tu as 38 ans, tu es ici, tu es marié, tu as des enfants. Pourquoi ta tante, elle est partie? Tu as la réponse à ça? Et là, elle rigole, en pleine séance d'hypnose, elle rigole, et elle me dit, bah oui, c'est connu dans la famille, elle a une phobie des chiens. Je lui dis, ah, donc en fait, elle t'a pas abandonné. Elle m'a dit, non, non, pas du tout, elle est revenue après. Donc là, vous voyez, on a changé, on a modifié la croyance qu'elle avait pour à ce moment-là la booster. Et là, c'est là que j'entre en action en lui disant qu'effectivement, jamais on abandonne un enfant, on est toujours là, tada. Et à la suite de ça, ces maux de tête ont disparu. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que c'était une mauvaise interprétation de la réalité. Et que donc finalement, cette fausse croyance, c'est elle qui lui a entraîné des maux de tête, enfin du stress et des maux de tête. Donc une fois qu'elle a compris que c'était pas vrai, c'était faux, une mauvaise interprétation de la réalité, et ben du coup, on a pu travailler sur le lâcher prise et du coup, les maux de tête sont partis parce qu'elle avait plus de, il n'y avait plus de stress. Ça s'appelle Voilà. Donc je sais rétablir pas une réalité ou une vérité. Et c'est pour ça que souvent, j'en parle avec par mon entourage, les suppositions foutent le bordel. Parce qu'il y a tellement de possibilités par rapport à plein de situations, ne serait-ce un truc très con, même professionnel. Vous avez fait une présentation ou j'en sais rien à quelqu'un et le prospect, il doit revenir et revient pas. On peut pas tout de suite se dire, bon, bah, c'est un connard ou j'en sais rien. On peut pas penser comme ça. À un moment donné, on peut aller plus loin. Et d'où Flo, qui est quand même commercial comme moi, d'où l'importance de la relance. Et au moins, on va crever l'abcès. On va se dire, bon, bah voilà, est-ce que c'est réellement un connard ou est-ce qu'il y a un autre cas à côté? J'ai eu le cas il y a pas longtemps. J'ai pas voulu mal penser. J'avais des gens vraiment normaux, respectueux en face de moi et je comprenais pas le silence. Et en fait, il y a quelque chose qui a changé momentanément dans la durée. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais pour l'instant, ils ne sont pas à même de pouvoir travailler avec moi. Donc, j'ai eu ma réponse. C'est une histoire en fait de timing. Et si je n'avais pas relancé, en fait, je serais restée comme ça en me disant, mais ils m'ont fait perdre mon temps et pourquoi et machin. Alors que non. Si demain il se passe quelque chose, eh ben ils reviendront frapper à ma porte parce qu'ils étaient satisfaits en fait de ce que je leur ai présenté. Et du coup, c'est important en fait de pas avoir de se faire des illusions d'un truc méchant alors que personne m'en voulait. J'ai pas perdu de temps. Et c'est vrai qu'on part en délire. On peut partir en délire. Quand quelqu'un vous répond pas à un moment donné, que ça soit perso ou pro, il faut pas. Attendons, attendons d'avoir la réponse. Allons chercher la réponse déjà et faut pas se braquer. Je pense que c'est ça en fait. On a aussi. tendance à se braquer, à imaginer Tout et à fait. Tout à fait. Comme le dit Viviane, souvent on s'imagine des choses en fonction de nos peurs. En fait, le pouvoir de l'imagination est extraordinaire, extraordinaire, parce que nos peurs, en fait, on les construit depuis nos propres croyances par rapport aux événements, par rapport à l'âge, comme on l'a expliqué là dans cette boîte à outils. Mais de la même manière qu'avec cette imagination, on se crée des peurs, c'est à travers aussi l'imagination qu'on va pouvoir se libérer de ces peurs. Et en hypnose thérapeutique, on utilise énormément l'imagination. Alors, des fois, il y a des personnes qui posent la question, oui, mais il y a des gens qui ne sont pas réceptifs. C'est faux. Tout le monde est réceptif. Il faut juste savoir à quel type de personnes on a en face. Est-ce que ce sont des personnes qui ont une imagination débordante? Et donc là, il suffit de lui dire, imagine-toi. Ou des personnes qui sont très cartésiennes et très rationnelles, où là, il faudra utiliser plutôt le mot pense. Pense à ça. Mais tout le monde est réceptif à l'hypnose. Et puis, pour tout le monde, c'est un outil franchement extraordinaire. Et à travers cette hypnose, après, j'utilise aussi dans ce qu'on appelle la PNL, la thérapie comportementale positive. Mais principalement, ça, c'est vraiment parce qu'on travaille directement à la source, ce qu'on appelle un travail de racine. Vraiment, vraiment à la source. Et puis, ça permet de... Est-ce qu'on peut utiliser l'hypnose pour introduire de faux souvenirs? J'ai regardé tellement de films. Ouais, en ce moment, je suis en train de voir une série, je sais pas, peut-être que vous la connaissez, Alias. Et justement, ils utilisent beaucoup l'hypnose dedans. Alors, de faux souvenirs, là, on rentre dans notre cadre d'hypnose la manipulation. avec des médicaments.
voilà, c'est avec des médicaments, etc. Bon, mais sinon, en thérapie, non. En Ok. thérapie, non. On est censé soigner, on n'est pas Voilà. censé manipuler. Voilà. Ouais. C'est Mais comme il Oui, tout. fallait que je peux pas je lève forcer. pas, quoi. Je peux pas Surtout forcer. regarder. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai souvent utilisé mes enfants, ma famille, euh, pour, on va dire comme ça, hein, pour les cobayes, pour m'entraîner, etc. Et mon mari est quelqu'un de très réceptif et c'est quelqu'un de très timide, très réservé et très timide. Même devant les enfants, devant nos enfants, il ne m'a jamais dit je t'aime ou exprimer des gestes affectueux, quelqu'un de très réservé et très timide. Et un jour, on était comme ça à table et donc, pour le fun, je le mets en état d'hypnose. Et puis à un moment donné, je lui dis tiens, je vais essayer. Je lui dis dans quelques instants, je vais compter de 3 à 5. Et au chiffre 5, tu vas ouvrir les yeux. Et dès que tu me verras, tu me diras à voix haute, je t'aime. À peine j'ai terminé la phrase, qu'il a ouvert les yeux, il m'a dit, ah non, 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 pas du tout. Et après, il a refermé les yeux. Donc, on ne peut pas, on peut pas forcer quelqu'un à partir du moment où c'est pas, ça fait pas partie intégrante de lui. Alors, quelqu'un m'a dit une fois, oui, mais est-ce qu'on peut forcer quelqu'un, par exemple, à faire un hold-up ou commettre un crime? En principe, non, si c'est dans ses valeurs. Si elle le fait, c'est que quelque part inconsciemment, un jour, elle avait peut-être pensé, ah tiens, ici un jour, je faisais un hold-up, ou si un jour je tue quelqu'un. Voilà. Mais si c'est pas dans ses valeurs, on peut pas. On peut pas forcer, on peut pas prendre le contrôle, on peut pas obliger. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités, comme on dit. Hein. Voilà. Est-ce que Alors, quelqu'un a des questions? comme vous avez évoqué pour les traumas, quand la personne est consciente, comment elle le gère? Une fois qu'elle a pris conscience, c'est ça? Une fois qu'elle a pris conscience, alors donc quand vous travaillez sur des sujets très graves, Oui, vous oui, je avez vais évoqué parler en pour les fait, parce traumas. que vous avez évoqué tout à l'heure pour des traumas comme par exemple, comment dire, l'inceste ou des choses comme ça. La Mhm. personne, elle dit, OK, je veux me souvenir, mais quand elle accède au souvenir après, Mhm. euh, quand c'est caché et que c'est pas visible, évidemment, ça doit être quelque chose qui va pas dans la tête ou dans le corps ou à exprimer. Il paraît que des personnes ont des douleurs au niveau du ventre, des choses comme ça. Enfin, c'est le corps qui parle en fait. Mais Mhm. une fois que elle accède à ce souvenir-là et qu'elle se souvient, enfin, je sais pas si c'est un souvenir ou comment elle le conscientise quand vous faites la thérapie là, par l'hypnose. Mais après, est-ce que c'est pas trop dur à visualiser enfin, ces souvenirs enfin, comment elle le gère l'après là, en disant ok c'est bon, ben, il m'est arrivé ça quand j'étais petite, mais je sais pas, elle pleure, enfin, Mhm. comment vous l'aidez pour le après en fait quand elle se souvient de ça, c'est ça ma question. Mhm. Alors, pendant la séance, dès que c'est un événement traumatisant, enfin, j'ai pour habitude de dédoubler la personne au moment de l'événement. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une régression, à un moment donné, au moment où elle arrive à l'événement, directement, je lui demande de dédoubler, c'est-à-dire de survoler l'événement et de regarder ça comme si elle était dans une salle de cinéma et qu'en face d'elle, il y a un écran et elle voit un film de ce qui se passe. Et je lui demande, raconte-moi ce que tu vois. Donc elle est adulte, elle a l'âge qu'elle a, 20 ans, 30 ans, et elle voit une scène où la personne, en réalité, elle a 4 ans, 5 ans, ou même si c'est un trauma récent, mais il y a toujours un écart de jours, d'années, de mois. Donc déjà, c'est prendre du recul face à la situation, face au trauma. Donc déjà, ça va lui permettre de ne pas le vivre. Elle ne le revit pas. Juste, elle le voit et elle le raconte. C'est moins Ensuite, douloureux déjà. déjà, c'est beaucoup moins douloureux. Elle prend une espèce de distance comme Il y a ça. un décalage, quoi. C'est ça. Ensuite, il y a la manière dont et c'est là que j'entre en jeu, c'est-à-dire que j'ai des phrases, j'ai des mots-clés pour rassurer la personne. Si je vois qu'elle fait ce qu'on appelle une abréaction, des fois ça peut arriver que c'est tellement fort que la personne elle fait une abréaction. Une abréaction, ça veut dire une réaction assez forte. Soit elle va se mettre à trembler, soit elle va éclater en pleurs, ou soit elle va arrêter de respirer. Donc il y a des phrases comme ça qui vont lui permettre de reprendre le contrôle de sa respiration, le contrôle du moment. Et puis après, étant donné qu'elle est déconnectée, à un moment donné, une fois qu'elle va prendre conscience de ce qui s'est passé, là, j'entre en action et je booste le subconscient pour lui dire, mais regarde aujourd'hui où tu es.
Aujourd'hui, tu as fait un super progrès. Aujourd'hui, par exemple, tu es marié, tu as un travail, tu es épanoui, tu as des enfants, ou tu réussis dans ça. C'est pour ça que la toute première séance avec un patient, c'est d'abord la prise de contact des différents départements. On a besoin de savoir quels sont les départements qui sont allumés. Et c'est justement à ce moment-là que je booste le subconscient pour lui faire comprendre, OK, c'est un événement qui s'est passé, maintenant tu l'as vu, ou tu l'as revu, ou tu en as pris conscience, on va le ranger. Maintenant, quand on fait ce travail-là, en règle générale, il y a ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. C'est-à-dire que à la suite de ça, effectivement, elle peut avoir des cauchemars ou elle peut avoir des moments d'euphorie. C'est pour ça que dès que je travaille avec un patient, j'utilise beaucoup WhatsApp. La personne, elle n'est pas obligée d'attendre le prochain rendez-vous pour me faire part de ses émotions, de ses ressentis. Donc, elle m'envoie un message, je lui parle, je la rassure, je lui explique. Donc, il y a un suivi. Et entre cette séance-là et la suivante, il ne faut pas que ça dépasse une semaine pour justement pouvoir booster bien comme il faut et lui donner toutes les forces en elle, puisque c'est ça l'objectif, de ranger ce souvenir dans un tiroir et de continuer sa vie sans le trauma de ce souvenir, de cet événement, quoi. J'espère avoir répondu à la question. Oui, merci beaucoup. Avec plaisir. D'autres questions? Oui, bonjour. Je Coucou suis ma arrivée en grande cours de route. Oui. Coucou, ma petite Delphine. Voilà, je voulais poser une question. J'ai un souci, je parle pour moi, mais je pense que ça parle à beaucoup. J'ai fait depuis l'âge de 14 ans des crises d'angoisse et des attaques de panique avec des angoisses d'anticipation terribles qui m'ont bloquée pendant des années, enfermée chez moi, à ne pas pouvoir aller à l'école, à être sous antidépresseurs parce qu'au début, on m'a diagnostiqué dépressif chronique. Et je voulais savoir si dans l'hypnose, je sais qu'il existe différents types d'hypnose. Il y a l'hypnose ericksonienne, etc. Ah bon. Et je voulais savoir si dans ces types d'hypnose, il en existait qui, comme vous expliquiez si bien ces histoires de cases allumées, éteintes, etc., j'imagine que ça peut être efficace. On m'a même dit que j'étais en choc post-traumatique après d'autres épreuves de vie qui ont été très compliquées, outre des problèmes de santé, un divorce, bref, beaucoup de choses, comme beaucoup de gens. Et je me disais, est-ce que ça ne fait pas des couches au fur et à mesure du temps? C'est-à-dire, moi, c'est depuis l'âge de 14 ans, mes crises d'angoisse. J'ai eu des explications, plus ou moins, j'ai eu des suivis psychiatriques. Voilà, exactement. Un millefeuille, Ça, un millefeuille de trauma. voilà. Est-ce qu'on arrive quand même à s'en sortir quelque part à un moment donné? Parce que je me dis qu'on a tous des histoires de vie qui sont plus ou moins compliquées. Tout le monde. Parce que personne n'y échappe. Ça serait trop beau de se mettre comme ça sur un rail et que ça roule bien. Ça m'étonnerait que ça existe. Mais je me dis, est-ce qu'on y arrive avec l'hypnose quand même à défaire toutes ces couches, cette espèce de canevas qui s'est monté avec les années? Tout à fait, tout à fait. Regardez, c'est exactement ce que vous expliquez, c'est exactement l'exemple que je vous avais donné avec le filtre, le conscient et le subconscient. C'est-à-dire que vous n'êtes pas né avec des attaques paniques. Il y a quelque chose qui a dû se passer et le filtre a pris cet événement, cette chose qui s'est passée, que vous avez vue, que vous avez entendu, que vous avez ressenti, que vous avez interprété à votre manière à ce moment-là, et vous l'avez refoulé à l'intérieur du subconscient. Et tout en grandissant, il y a des messages comme ça qui arrivent en vous faisant comprendre qu'il y a quelque chose à régler. Et ce message-là, c'est quoi? C'est des attaques paniques. Attaques paniques, vous me parliez d'anxiété. En fait, l'anxiété, c'est la peur d'avoir peur. Parce qu'en réalité, les peurs, c'est ça. Les peurs, on ne les utilise pas en vrai. On ne touche pas aux peurs. Parce que les peurs sont censées nous protéger. Quand je suis dans un building au 42e étage, je ne veux pas me pencher, j'ai peur. Je ne veux pas traverser une autoroute parce qu'il y a plein de voitures, j'ai peur. Donc les peurs sont là pour nous protéger. En revanche, la peur d'avoir peur, c'est l'anxiété. Mais comme l'a dit tout à l'heure Delphine, peut-être que finalement ça se passe, finalement ça ne se passe pas. Donc cette anxiété, elle provient automatiquement de quelque chose. Après, il y a le cadre des phobies.
Si l'anxiété n'est pas traitée, alors on peut rentrer dans le cadre des phobies, et si c'est pas sortir, donc c'est par exemple l'agoraphobie, où les Tout à gens fait. voilà, vont avoir peur de se C'est ce retrouver que à j'ai eu. l'extérieur. C'est ce qu'on m'a diagnostiqué il y a quelques années. On m'a dit, vous êtes agoraphobe. J'ai dit, OK, j'ai l'explication du pourquoi, du comment. C'est super, je vais me traiter pour gérer ces angoisses. Sauf que à 14 ans, c'était pas ça. J'ai l'explication de pourquoi à 14 ans. Je sais pourquoi. Ok. Mais le problème, c'est que il s'est passé 45 ans depuis. Et le problème, c'est que malgré tout ça, j'ai quand même des périodes de ma vie. Donc, comme vous disiez, quand on est trop stressé, on se déclenche voilà, des fatigues, des maladies, des problèmes. On se déclenche après d'autres choses. Hein. Mais je me suis rendu compte que malgré cette explication, je n'en suis toujours pas sortie. À 60 ans passés, j'ai encore des problèmes de ces angoisses d'anticipation, comme si une petite voix dans ma tête me disait, tu sors pas parce que tu vas faire une crise d'angoisse. Donc forcément, je fais une crise d'angoisse. C'est complètement dément, surtout en le sachant. Donc ça fait Faut des années que déprogrammer ce truc. oui, Ça. c'est ça. En fait, parce qu'on vous a dit le pourquoi, mais on n'a pas traité à la racine. Et Oui, tant que vous êtes oui, pas tant qu'on ne traite pas à la racine, bah, malheureusement, il y aura toujours, ces moments de doute, de panique, d'anxiété. exactement. Voilà. Même si 45 ans sont passés, il n'y a aucun problème. Aucun problème. J'ai essayé l'hypnose pour mes problèmes de santé. Donc, j'ai essayé l'hypnose dans le centre antidouleur de chez moi. On m'a fait faire des séances d'hypnose pour que j'essaye de gérer seule mes douleurs. Ça marche super bien. Alors, je me disais, ça marche pour ça. Ça marchera peut-être pour le reste. Alors, moi, je peux J'espère. vous dire, c'est pas peut-être, c'est j'en suis sûre. Ah bah, oui, c'était génial. En plus, vous dites que vous êtes déjà passé par l'hypnose et vous avez vu les Oui, bienfaits. Donc, tout à fait. encore Oui, plus, j'étais voilà. très, Encore plus. très étonnée de la réalité des choses quand j'étais en séance d'hypnose, de la vitesse où ça va, en fait. Ça va Oui, bien plus vite, bien plus rapide. Enfin, Bien c'est bien sûr, plus bien rapide sûr. en fait qu'un psy. Bah oui, Euh, parce qu'un psychologue, on va, et c'est ça toute la différence avec les psychologues et les thérapeutes, c'est que le psychologue, vous allez, vous asseyez, vous parlez, et puis il va vous dire, oui, bon, ok, ton problème vient de ça parce que tu as vécu comme ça. Donc il met un mot sur, en l'occurrence, sur les problèmes. Sauf qu'avec les thérapeutes, nous, on ne s'occupe pas spécialement du problème. C'est-à-dire, nous, on voit les objectifs. Par exemple, si je vous pose, Isabelle, la question maintenant, par rapport à ce que vous m'avez raconté, ça serait quoi votre objectif? bah, c'est plus faire de crise d'angoisse quand j'ai besoin de Voilà. sortir, surtout faire des choses importantes ou même des choses sociales. Par exemple, ce soir, Delphine, toi, le 31 octobre, ça ne te parle pas trop. Ah, il y a Moi, ça me parle. Halloween, c'est On ça? va se déguiser. On est un groupe d'amis, on a tout autour de 60 ans, on va se déguiser, on va aller faire les folles. Et Mhm. ben, depuis ce matin, je suis en angoisse parce que je me bon, dis, je ne veux il va pas se faire de passer. crise d'angoisse ce soir pour sortir. Alors, ça va que je sais gérer depuis le temps ces crises-là, mais n'empêche que je ne prends plus de médicaments, mais j'ai d'autres choses que je prends, comme des choses comme les fleurs de bac, le Mhm. rescue de Très fleurs de bien, bac, très bien. qui me réussit très bien. Mais comme je dis, je suis quand même obligée de me doper et j'aimerais arriver un jour de ma vie à me dire je peux sortir, faire des choses, rencontrer quelqu'un par exemple. Les fleurs de bac, en C'est fait, ce c'est truc tout bête. les fleurs de bac que vous utilisez ou en point de vue naturel, en fait, c'est comme quelqu'un qui a une blessure quelque part et qui va juste nettoyer comme ça la blessure et mettre un pansement. Donc, Complètement, voilà, c'est vrai que ça calme tellement. et ça Mais ça soigne pas. règle pas. Ça règle pas. Voilà. Ça ne règle pas le problème exactement. Et Ap- c'est Après, vrai si je que peux te dire, moi, j'avais plein de couches. Voilà, moi j'avais plein de couches. Et il y a un an, je sortais pas de chez moi. Voilà. Je sortais pas de ah chez oui, non, moi avec la guerre. Et maintenant, je me suis même, c'était quand? C'était la semaine dernière. Et je suis allée carrément me promener sur le bas de la plage, carrément en bas, mais- au niveau des planches, en fait, dans la nouvelle partie, en fait, qui va vers l'autre ville en descendant vers Gaza, pour vous situer. Euh, j'ai marché à ciel ouvert. Et c'est seulement après, je me suis dit, mais tu es complètement dingue. S'il y avait eu une alerte, où serais-tu allé te cacher? Et là, il y avait des endroits. Mais est-ce qu'il y aurait eu des réels bunkers ou j'en sais rien, je ne sais pas. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, je ne peux plus faire des choses seulement en me disant,
attention, ça va sonner, il va se passer quoi et comment je fais. Alors oui, j'essaye Oui. d'avoir ma tête qui réfléchit, hein, mais j'essaye de sortir sereinement et en faisant abstraction qu'il n'y a pas la guerre. Parce que sinon, je ne fais plus rien. Et j'ai Oui, dépassé ce stade. Ça veut dire que après on reparle au sol samedi. Samedi matin, j'ai rencontré tu le sais pas, mais j'ai rencontré un barge. Il m'a fait très peur. J'ai pris un autre chemin. Il avait dans ouais. les mains je ne sais pas quoi. Donc, dans le dos, j'ai eu peur. Je suis quand même allée à la synagogue et je suis ressortie. Avant, j'ai dit non, non, je ne sors plus. En plus, le gars était en bas de chez moi, mais ça veut dire juste de l'autre côté. J'ai traversé, il était là, le gars. Donc, ça veut dire que je m'aurais pu me dire, bah, je vais le recroiser, je serais rentrée en psychose, attention, je ne vais plus sortir, peut-être qu'il habite à côté, je ne sais pas. J'ai lâché, hein. Ce gars, peut-être que je vais le recroiser, j'en sais rien, je m'en fous. Voilà, la vie, elle continue. Est-ce qu'il était dangereux? Je ne sais pas. En fait, ce que tu expliques, Delphine, c'est le travail du conscient. Ce travail du conscient qui va t'apprendre à gérer ses peurs. Ce travail du conscient, aujourd'hui, tu arrives à le faire par rapport au travail qu'on a fait au préalable en travaillant avec justement ton subconscient. Mm. Et tant que ce travail sur le subconscient n'est pas fait, ça sera sans arrêt des choses extérieures qui vont permettre de gérer et d'atteindre Mais je pense qu'Isabelle, il faut qu'elle règle son problème d'arrêter de se dire, je vais faire une crise, déjà. C'est tout. Oui, Oui, c'est vrai. Pense bien, tout ira bien, déjà. Et Oui, après, et puis il faut le traiter, programmer puis c'est certaines très choses. important de le traiter à la racine aussi. C'est très Mais c'est important ça. de le Ouais. traiter à la racine. C'est ça. Parce que vous n'êtes pas né, encore une fois, vous n'êtes pas né avec cette Ah non, pas du panique tout. attaque. Jusqu'à Voilà. l'âge de 14 ans, j'étais j'étais un vrai casse-cou. J'avais peur de rien ni de personne. Et d'un seul coup, à 14 ans, bon, il m'est arrivé un truc qui fait que ça a déclenché. Je m'en suis Oui, mais rendu compte ça c'est le des conscient années après. mais ça, c'est le conscient qui vous donne l'interprétation du pourquoi. C'est-à-dire, vous, Oui, aujourd'hui, vous dites, c'est à 14 ans que j'ai eu ça. Donc, si vous voulez, l'élément déclencheur des attaques paniques, c'est passé à 14 ans. Mais en réalité, la véritable cause de ces attaques paniques s'est passée avant 14 ans. d'accord. Et soit Oui, ça a été comme refoulé, soit... ce que vous disiez, oui. Voilà. Ça, oui. Ça, c'est à Mais oui, travers ça, l'hypnose que vous arriverez à... je pense qu'on refoule beaucoup plus qu'on ne le croit parce qu'on n'en parle pas. Parce que moi, il y a plein de gens autour de moi qui se sont rendus compte très tard parce qu'ils avaient des problèmes de santé, comme vous disiez, les maux de tête, des maux de ventre, le dos, le ci, le là. Et en fin de compte, comme je dis, il y a tellement de choses cachées dans l'enfance qu'on a complètement occultées, comme vous disiez, pour se protéger, qui font que après adulte, on a certainement des choses qui ressortent. Et c'est vrai que je me dis, j'ai eu pendant 35 ans des antidépresseurs, des anxiolytiques, pour rien en plus. Ça si, ça me rendait joyeuse, je voyais les petits éléphants roses, c'était super, mais je préfère être comme aujourd'hui. Voilà, ça ne soignait pas directement, bien sûr. Voilà, comme je dis, c'est un pansement sur une jambe de bois. C'est pas, voilà, ça n'a pas grand-chose. Mais c'est vrai que je me dis qu'on peut avoir une vie sans tous ces médicaments qui aident. Ça, c'est clair. Quand on va avoir une vie normale, moi j'ai eu une vie normale parce que je prenais des cachets. Mais au jour d'aujourd'hui, je voudrais en sortir et je me dis que l'hypnose, pour moi, serait peut-être la solution. Après avoir tout fait, hein, des psychologues, Appelez-vous. psychothérapeutes, Voilà. psychiatres. Voilà, avec plaisir si vous voulez, avec plaisir. Avec plaisir, on en parlera plus longuement, vous me donnerez plus de détails, mais je suis persuadée que, j'en suis sûre, pour avoir eu justement aussi d'autres patients un peu dans le même cas, que l'hypnose, c'est vraiment l'outil par excellence pour gérer ces libérations, cette libération et retrouver réellement l'identité de la personne qu'on a envie d'être. Ah, mais Sereine, complètement. libre et tout à fait. Oui, oui, parce que moi, je me dis, j'ai pas vécu pendant 45 ans, quoi. C'est affreux. Si. Là, on vient de demander au sujet des rêves ou des prémonitions. Alors, en règle générale, les rêves sont l'expression du subconscient, de manière générale. Souvent, c'est ce dont on va avoir dans la journée ou on va penser pour les semaines à venir. Donc souvent, oui, les rêves, c'est souvent l'expression, c'est une manière au subconscient de s'exprimer. Après, il y a les prémonitions. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un don. Ça, c'est un don. C'est parfois aussi qui est lié avec le subconscient parce qu'on arrive à avoir des perceptions qui sont au-delà du temps,
puisque nous, dans la vie de tous les jours, on est limité par le temps. Quand on a des prémonitions, c'est qu'on dépasse les limites de ce temps et du coup, on peut avoir des informations ou quelque chose qui va concerner le après. Donc oui, c'est lié comme pareil pour le passé. Plus d'une fois, j'ai eu des patients en régression et sans même que je leur ai demandé, ça veut dire moi je les laisse aller là où ils veulent, hein, c'est pas moi qui les emmène. Tu vas à 4 ans, tu vas à 5 ans, c'est eux qui choisissent. Mais plusieurs fois, ça m'est arrivé où des patients sont retournés dans des vies antérieures. Il y en a une, il n'y a pas longtemps, et je la ramène, enfin, je lui demande de faire une régression, et puis alors, je lui pose la question, je lui dis où es-tu? Et là, elle commence à trembler. Elle me dit j'ai froid, je suis dans une caverne, je suis attachée et je suis un homme. Et apparemment, elle est retournée carrément au Moyen Âge. Elle est carrément retournée au Moyen Âge. Donc, des fois, bon, après, ça, c'est ce qu'on appelle l'hypnose transgénérationnelle. Ça, après, c'est rentré dans un autre cadre. Mais aussi bien le passé que le futur, effectivement, il y a aussi un lien. Est-ce que vous avez des rêves prémonitoires? Bah, ça m'est arrivé, mais des fois j'ai cette sensation, bon, je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça, hein, que par exemple une personne va nous dire quelque chose, on sait déjà ce qu'elle va nous dire, ou quelqu'un va nous appeler, ou Le on a déjà l'impression vu. Ou alors vous parlez du déjà vu. des situations déjà vues, non, ça m'arrive pas. Ah, Ça m'est d'accord. arrivé 1 ou 2 fois dans ma vie, mais voilà. Mhm. Mais D'accord. d'être dans un lieu et de le connaître, alors qu'on n'y a jamais été, c'est curieux aussi des fois ça. Ça peut être, par moments voilà, c'est plutôt des enfin, ou des signes, c'est assez curieux quoi, des choses qui se répètent tout le temps dans la journée, des messages, des noms, des Mhm. mots, des choses comme ça qui se répètent continuellement. Ça, je comprends toujours pas, des fois on comprend pas, on a l'impression que c'est des petits cailloux comme ça qu'on met sur notre chemin. C'est assez curieux c'est-à-dire qu'il faut insister dans une, faut pas lâcher quelque chose ou insister. C'est assez Mhm. rigolo ça, mais Souvent, c'est des messages du subconscient. voilà, Si ou ce de sont des savoir choses qui pas. sont répétitifs, les mêmes choses qui sont répétitives Oui, ou c'est ça, voilà. voilà. Donc souvent ça peut être un message du subconscient qui veut peut-être, comme on a dit, il n'y a pas de dialogue entre le conscient et le subconscient. C'est juste Oui, ça. Il parle uniquement. En fait, le subconscient, c'est comme un enfant de 4 5 ans où on va devoir, il y a même une manière de lui parler. On ne peut pas obliger quelque chose au subconscient. Il y a toujours, comme un enfant, par exemple, oui, c'est si vrai je ce vous que vous dis, dites, oui, parce que si je vous dis oui. maintenant, ne pensez pas à un chien bleu. Bah, tu le vois, le chien bleu. Voilà. Voilà. Oui, ça m'est C'est arrivé l'imagination de qui provient du subconscient parce que le ouais. subconscient n'aime pas la négation comme un enfant. Quand on lui dit non, touche pas, bah oui, justement, c'est là qu'il va toucher. Donc, Par exemple, des fois, de m'endormir et de me dire: «J'aimerais bien faire des jolis rêves», et effectivement, je rêve en couleurs, je rêve de choses plaisantes, et alors c'est curieux parce que, on a l'impression, on se dit: «Mais on parle à qui en fait?» Mais on se parle à soi, mais c'est très intime quoi. Puis après, mhm, de me réveiller, excusez-moi, je suis un peu enrhumée, de me réveiller et puis après de me dire, voilà, j'ai fait des rêves, mais on dit: «Mais à l'intérieur, on m'a écouté quoi». Donc mhm, voilà, c'est pour ça que c'est important de se dire aussi d'avoir des pensées positives en soi-même, des pensées mhm, positives envers les autres, mhm. envers l'entourage, parce que on a l'impression que c'est un peu tout connecté, je te pique ton expression, Delphine. On est dans les grandes on est dans les connexions quoi, des amis qui vous appellent, des amis qui pensent à vous, des choses comme ça. Enfin voilà, Moi, on a j'y l'impression crois que à ça. Je crois aux âmes tout est très connectées. lié. Bah oui, bien sûr. Mhm. Et je crois qu'on se rend compte en plus, on rencontre pas les gens par hasard. On va continuer après Mais comme ça il y longtemps. a une loi, il y a tout une à loi fait du bien. cerveau, il y a une loi du cerveau qui dit euh, ce que le cerveau s'attend, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que des fois, ça arrivait à un bon nombre d'entre nous de vous penser à quelqu'un et puis soit la personne, elle vous appelle, ou Oui, soit vous la trouvez devant vous. Ben, c'est lié justement à notre cerveau. C'est-à-dire que ce que l'on pense, oui, il y a une réalité qui vient derrière. D'où l'appellation, donc pensée positive. oui, Mais bon, l'idée de pensée positive, je dis toujours,
Prenez quelqu'un, par exemple, qui a un grand découvert sur son compte en banque et qui a un chèque qui doit passer, son chèque du loyer. Bon, bah, j'ai beau me lever le matin et me dire, allez, le chèque, il va passer, le chèque, il va passer. S'il y a un découvert, bah, il y a un découvert. Je ne vois pas comment la pensée positive va pouvoir m'aider à combler mon découvert. En réalité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est-à-dire que déjà, en n'étant pas menottée par ce stress du découvert, je vais pouvoir mieux me préparer face à cette situation. Donc déjà, première chose, je vais aller voir mon banquier. Je vais me présenter devant mon banquier. J'ai deux possibilités. Soit je m'assois devant lui, je suis stressée, angoissée, je ne sais pas m'exprimer, je vais lui dire je suis à découvert. Bah, lui, automatiquement, va sentir, puisqu'il y a aussi le langage non verbal, donc il va sentir ce mal-être. Il va dire écoutez, soit vous comblez votre découvert, sinon on refuse votre chèque. Ou soit tout simplement se présenter devant son banquier et lui dire voilà, j'ai un gros problème, il n'y a que vous qui pouvez m'aider. Effectivement, mon compte est à découvert, j'ai un chèque qui doit passer, mais quand même, regardez le nombre d'années où j'ai été créditeur. Regardez où j'ai pas eu de soucis. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour m'aider? C'est juste momentané. Je passe une période comme ça, mais vous inquiétez pas, tout va. Le banquier en face va ressentir T'es que motivé. voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Lui, effectivement, il va pas me verser de l'argent pour que mon découvert sera là, mais il va peut-être m'augmenter mon taux d'autorisation de découvert. Il va trouver une solution. C'est ça l'idée, pense bien, tout ira bien, ou l'idée de la pensée positive. C'est-à-dire, à partir du moment où je ne suis plus menottée dans mon angoisse, dans mes peurs, dans mon stress, j'offre dans mon avenir beaucoup plus de possibilités à atteindre mes objectifs. Il y a Franck qui disait je n'ai pas de souvenir de rêver. Ok, bah jamais. C'est ce qu'il croit. Ouais, en vrai, on rêve tous. Mais à partir du moment où on est obligé de rêver, mais à partir du moment où on ne se souvient pas de nos rêves, c'est que il n'y a pas vraiment d'espèce d'importance. Il n'y a pas de Il n'y a message. pas de message, ouais, ouais, c'est Voilà. ça. Ouais. Mais Ça doit être des histoires de jardin. Dans les jardins de Vaud. on est obligé normalement, enfin, on rêve tous. Moi, j'ai À un eu moment- peur pendant longtemps. J'ai eu peur de me coucher. J'ai eu peur. Je faisais des rêves prémonitoires. Moi, le dimanche soir, on sait que le dimanche soir, c'est tous ceux qui sont pas contents de leur boulot. On le connaît, le stress du dimanche soir. C'est vrai. Donc, bah, moi, je le connais plus. Mais de toute façon, Nous, nous, alors nous, ici c'est le samedi samedi soir. Alors. soir. On Samedi soir. commence à travailler le dimanche soir, Mais moi, le moi, dimanche j'ai un autre matin. problème, en fait. Moi, c'est pas le problème du travail. Moi, j'ai un problème, en fait, de sortir de mon côté shabbatique et de Hmm. repasser, en fait, dans la vie réelle, entre guillemets, parce que j'ai l'impression d'être complètement déconnecté. Et je le suis, en fait, voilà. Et du coup, c'est très, très compliqué. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je ne veux plus avoir de rendez-vous le dimanche. Même pour ceux avec Mhm. qui je peux travailler le dimanche, même avec la France, enfin, ou ailleurs, je veux avoir que du temps pour moi, être tranquille, faire les choses à mon rythme. Voilà. Mais moi, pour en revenir au rêve prémonitoire, ça a été très compliqué. J'ai fait beaucoup d'insomnie plus jeune parce que j'ai déjà vu des choses qui faisaient peur, du coup, qui étaient forcément en lien avec ma vie, après avec le recul, mais du coup, ou même la mort, pas la mienne, mais de celle des autres, euh, c'est euh, c'est violent en fait. Moi, j'ai eu un rêve prémonitoire en fait de l'âge de mes 5 pendant 10 ans, et j'en ai pris conscience seulement à l'âge d'une trentaine d'années. Donc en fait, j'avais vu, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, je pense que tu t'en rappelles, je pense que j'en ai parlé. J'ai visualisé en fait pendant des années la mort de mon beau-père. Voilà. J'étais attaquée, en fait, dans tous mes cauchemars par des rouleaux de moquette, comme si j'étais chez Saint-Maclou et je me prenais une rafale comme ça de rouleaux de moquette. Donc, sur le moment, ça reste quand même très chelou. Et en fait, ben, mon beau-père est mort happé par une vague. Enfin, une ou des vagues, je n'étais pas là. Et du coup, j'ai pris conscience, en fait, que ce cauchemar, un, avait cessé, mais il a cessé à sa mort. Et j'avais pas pris conscience, en fait, que je voyais depuis des années, en fait, sa mort. Et du coup, bah, quand tu prends conscience de... Enfin, à l'époque, ce truc-là me faisait peur. Et après, quand tu prends conscience que tu vois des choses qui t'angoissent, euh, moi, je me suis vu en pleine mer encore, toujours la mer. Donc, pas anodin, hein. Peut-être je me suis réconcilié avec elle en vivant ici, puisque je t'avais dit que je l'avais... Pour ceux qui le savent, j'ai quitté la ville de Nice où je vivais à la mort de mon beau-père, puisque la mer me mettait en souffrance. Donc là, je revis à la mer. Et du coup,
j'ai vu, je me suis vue un jour avec un bébé, donc peut-être peut-être le mien un jour, mais avec des requins, et j'ai réussi à préserver en fait mon bébé des requins et je nageais avec. Donc après, je sais pas, c'est c'est particulier, mais c'est vrai que ça fait peur. Comme j'ai vu aussi la veille du décès de ma tante. Alors après, c'est la veille de son décès, mais c'était quand même dans la nuit avant qu'elle parte. J'ai rêvé de ma tante et j'ai compris. Donc j'ai compris que c'était bah, son décès, qu'il y avait un lien avec Eliaou Hanavi, celui de la circoncision. Et j'ai revu l'image de ma tante dans une Haggadah, donc, qui sont donc les textes qu'on lit pour raconter l'histoire en fait de notre Pâques pour les enfants. Et donc c'était dans une Haggadah illustrée pour les enfants et j'ai revu le visuel, je suis pas sûre de l'avoir raconté ça, de ma tante en Eliaou Hanavi et donc dans le truc. Et là c'est un gros choc. Mais j'ai eu la réponse enfin, j'ai eu mes réponses. Et bref, j'ai pas envie de raconter la vie de ma famille ici, puisqu'après on sera sur YouTube. Ils vont m'attaquer. Ils vont m'attaquer. Mhm. Mais non, non, ça peut faire flipper. Alors, je sais pas qui a écrit quoi. J'ai vu des choses passer. Tu habites dans une ville qui s'appelle Batiam, ça parle aussi de la mer. Et oui, Ouais, Batiam, c'est la la fille de la sirène. mer. Ouais, C'est la la fille de sirène. la mer et c'est aussi la La fille sirène. de Jérusalem. Et la sirène. Si, la sirène. Batiam, c'est une sirène. C'est une sirène. D'accord. Et Effectivement, ici, ça on a un dit qu'on lien. est une petite Jérusalem. Donc, Oui, voilà. Yam, Yam, parce que ça s'écrit avec deux lettres qui sont le diminutif de la ville de Jérusalem en hébreu. Donc, c'est le diminutif. Voilà. C'est pour ça qu'on dit que, ouais. Je Mais sais pas là, qui est ce que tu Yael. disais, Delphine, c'est vrai que c'est. Après, ça rentre un peu plus dans le côté ésotérique, ça aussi. Mais tout est lié, en vrai, ouais, Mais tout est oui, lié. hein, tout est lié. Cette peur de quitter, comme tu dis, le samedi soir pour arriver le dimanche, les rêves, les prémonitions. Bon, après, c'est rentré dans une autre dimension, quoi. Je sais pas qui nous a rejoint. Alors, ouais, Tu c'est le connais? téléphone de Yael. C'est possible que ce soit. Moi, je Quelqu'un connais. que tu connais? Ou Ouais, peut-être quelqu'un qui est en lien avec un groupe ici? ouais, ou peut-être tout simplement Yael, Yael. Yael, Yael, ma seconde secrétaire. Est-ce que c'est elle? Je ne sais pas. C'est qui? Celle qui vient au cours le samedi. Clo-Clo? Est-ce que- Non, non, pas Claudine, non, Yael. Est-ce Cohen? que c'est elle? Ouais, Je sais pas. je ne sais pas si c'est elle ou pas. Est-ce qu'il y a une Elle nous entend possibilité pas. de voir? Elle nous Est-ce que... entend pas. Ah, elle entend? Il Je y sais a pas. une Elle nous, possibilité elle de nous nous faire signe si c'est toi? Je ne sais pas. Bon, elle est partie. Elle devait être connectée avec forcément avec un téléphone et son c'est téléphone, ouais, compliqué peut-être. les connexions avec le téléphone. Et je voulais vous demander, Sandrine, Oui. les séances d'hypnose, vous expliquiez que vous aimiez avoir des séances à une semaine d'intervalle maximum. En général, ça se passe comment? Il y a une première séance que vous disiez, que vous demandiez, vous posez des questions sur le pourquoi du comment, d'abord pourquoi on vient déjà, j'imagine. Et puis, comment ça se passe concrètement? Concrètement, il y a d'abord un premier entretien téléphonique. Dans ce premier entretien téléphonique, il est offert, on parle, la personne m'explique plus ou moins, elle parle de sa problématique. Ensuite, on se fixe donc un rendez-vous et puis là commence le travail où effectivement, pour pouvoir aider la personne, j'ai besoin de connaître un petit peu tout son département. Donc, quand elle va me parler de sa vie, ça va me permettre de voir où sont les départements qui sont toujours allumés, où sont les départements qui apparemment se seraient éteints. On n'est qu'au départ, donc apparemment se serait éteint. À chaque séance, je pose toujours la même question maintenant. Je pose la question au départ de la première séance et à la fin de la première séance, je repose toujours la même question. Et après, c'est à chaque fois une seule fois. La question, elle est
quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux t'aider? Hier, par exemple, comme je vous disais, j'ai eu une toute nouvelle patiente. Je lui ai posé la première question. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu attends de moi? Comment je peux t'aider? Où tu veux faire le changement? Elle a commencé à pleurer. Elle m'a dit, je sais pas, j'ai un mal-être. Je sais pas, je sais pas. Ok, d'accord, j'ai noté. Ensuite, on a commencé à parler. Elle m'a raconté sa vie, son enfance, ses frères, ses sœurs, ses parents, sa scolarité, son parcours, son côté professionnel, pourquoi elle a choisi ce métier, quelles sont ses passions, etc. Une fois qu'on a tout terminé, plus ou moins, une fois qu'on a tout terminé, à la fin, je lui repose à nouveau la question et je lui dis maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi? Et bien là, elle a su mettre des mots. Elle m'a dit, je veux me sentir libre, je veux me sentir libérée, je veux avoir mon indépendance, je veux prendre mes décisions moi-même sans être influencée par personne, je veux avoir confiance en moi. Et c'est là qu'après, on a dit, bon, ok, super. Donc après, il y a différents exercices que des fois, on fait ensemble. À partir de la deuxième séance, en fait, des fois, ça dépend en fait de l'objectif. Des fois, dès la deuxième séance, on attaque l'hypnose. Des fois, c'est qu'à la troisième. Ça dépend parce qu'il n'y a pas que de l'hypnose aussi. Comme je vous disais, j'utilise tout. J'utilise la PNL, j'utilise le thérapie comportementale cognitive. Donc, des fois, ça va être un exercice où je demande à la personne de compléter des phrases ou tout simplement je lui montre un tableau et je lui demande de me dire où est-ce qu'elle se trouve à travers ce tableau, le pourquoi, du comment. Ça dépend. C'est-à-dire que même si j'ai deux personnes qui vont venir avec le même objectif, par exemple la confiance en soi, j'ai deux personnes qui vont venir, elles vont me dire, et chacun va me dire, moi j'ai envie de retrouver ma confiance en moi, ça ne voudra pas forcément dire que je vais faire le même travail. Il y en aura une peut-être que je vais utiliser davantage d'hypnose, alors que l'autre peut-être un peu moins. Et si même j'utilise l'hypnose, ça ne sera peut-être pas la même chose. Peut-être pas le même travail en hypnose. C'est très, très, très individuel. Très individuel. En tout cas, J'imagine que pour chaque personne, ça peut être plus ou moins long. en règle générale, un travail de racine, c'est entre 10 à maximum 15 séances. Maximum. S'il y a un blocage, parce que des fois, ça peut arriver qu'il y ait des blocages. Donc, s'il y a un blocage et que je sens qu'il y a un blocage, je le dis au patient. Je lui dis, voilà, je sens qu'il y a un blocage. Qu'est-ce qu'on fait? 3 possibilités. Soit tu veux que je mette de côté le blocage et je continue dans ton objectif, mais honnêtement, c'est dommage pour toi, c'est dommage pour moi, pour ma réputation, pour ton argent, ça ne va rien apporter. Soit tu vas arrêter là parce que tu n'es pas prêt de te sentir prête à affronter le blocage, ou soit au contraire, tu veux aller au-delà. Donc, c'est pour ça que je dis entre 10 et 15, ça dépend. La patiente qui est revenue en régression au Moyen-Âge, je lui avais dit au départ, je lui avais dit à peu près entre 10 et 12, parce que c'était quelqu'un d'assez, par rapport à ses problèmes. Je dis peut-être entre 10 et 12, ça dépend. Et ben, j'ai eu le bonheur de voir qu'à la 8e, c'était la dernière séance. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Ça doit être tellement satisfaisant de voir les gens s'en sortir. Je trouve ça tellement génial. De se dire que tous ces gens qui ont vécu pendant des années des blocages terribles, des histoires terribles et qui en arrivent, parce que moi je vois de par mon expérience tout ce que j'ai fait pour m'en sortir, toutes les thérapeutes que j'ai croisés, que j'ai vus. Et j'en ai essayé des trucs genre il faut se taper sur la joue et tout. Hein. Ça allait loin. Et je me disais, mais waouh, je suis certaine qu'il y a des personnes chez qui ça marche, sinon ça n'existerait pas. Mais il y avait des fois où c'était, excusez-moi, du foutage de gueule. Il faut faire les bonnes rencontres, en fait, c'est tout. Il y a des charlatans, il y a des gens très bien. Là, je peux vous garantir, là, vraiment avec certitude. D'abord, si vraiment je suis quelqu'un de très, 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 très honnête, très droit, c'est-à-dire que dès que je sens que soit il y a vraiment un blocage et que la personne, elle ne veut pas s'en sortir ou elle ne veut pas atteindre son objectif, je lui dis non. J'ai eu le cas, notamment, une femme qui est venue qui voulait arrêter de fumer. Donc, elle est venue, on a commencé la première séance. J'ai vu qu'elle a super bien fonctionné. Vraiment, tout était parfait. Elle est repartie. On se donne rendez-vous la semaine d'après.
Donc, on fait le bilan. Dans les séances, à chaque fois, il y a les 15 premières minutes où on fait le bilan de la semaine, on voit comment ça se passe, etc. Donc, elle arrive toute contente, elle pose son sac. Alors, juste petite parenthèse à la question de Viviane, je ne fais pas que du présentiel, je fais aussi Non, à non. distance. Je travaille un petit On peu. s'est rencontrés, j'étais encore à Haïfa, en Ouais, vidéo. en plus, j'ai des patients aux États-Unis, je travaille avec les États-Unis, la France, le Canada, L'Afrique. Floris, c'est Dubaï, parti, mais il y a aussi voilà. l'Afrique. Worldwide. Voilà. Donc, elle arrive toute contente, elle pose son sac comme ça. Donc, je lui pose la question. Je lui dis alors, comment c'était? Elle me dit, bah bien, sauf que je viens de fumer ma cigarette. Je dis, pardon? Elle me dit, bah oui, là maintenant, avant de monter, j'ai fumé une cigarette. Je dis, tiens, ça c'est bizarre parce que ça ne correspondait pas du tout à ce qui devait se passer pendant cette semaine. Je lui dis, ok, bon, alors installe-toi et j'aimerais que tu me racontes dans les détails depuis le moment où tu as quitté ici jusqu'à aujourd'hui. Elle m'a dit, ok. Alors, elle me dit qu'elle est descendue. Elle est sortie du bureau, elle est descendue, elle arrive dehors et elle se dit, waouh, c'est extraordinaire. Comment maintenant, déjà, j'arriverai à ne pas fumer? Ah, c'est étonnant. Donc, elle me dit, j'ai pris une cigarette et j'ai essayé. Ok, c'est normal. Beaucoup sont étonnés de voir qu'après la première séance, déjà, il y a un dégoût de la cigarette. Ok. Elle m'a dit, je suis rentrée à la maison, je me suis occupée de mon mari, mes enfants, ta. Elle m'a dit, et puis après, avant de me coucher, j'ai dit, quand même, c'est bizarre que tout à l'heure, je n'ai pas réussi à fumer. Je suis partie dans le balcon, j'ai réessayé. Et là, toujours pareil. J'arrive pas à la fumer. Impossible. Je vais dormir, je me lève le matin, je me fais mon café. Et ben, habituellement, avec mon café, je prends ma cigarette. Et là, je me dis, mais attends, c'est bizarre quand même. Allez, viens, je réessaye encore. Et là, j'ai compris. Elle me dit, j'ai réessayé et là, j'ai fumé une taf. Je vais travailler. À 10 heures, je reprends mon café. Je dis que je vais réessayer. Et là, j'ai fumé deux tafs. Et là, je me Mais suis pourquoi arrêtée. elle fait ça? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi elle réessaye? Voilà, voilà. Je Ah lui dis, oui, stop, arrête-toi là. Je lui dis, tu sais quoi? Regarde, ça fait une demi-heure qu'on parle. On va s'arrêter là. Tu vas prendre tes Elle affaires. en avait On toujours se dit envie, en ciao. fait, hein. Ouais. Elle Voilà. veut pas Je lui dis, s'arrêter. Oui, bien sûr, Elle veut oui, pas oui. s'arrêter, elle n'a pas la je volonté. lui dis, on va se dire ciao. Alors, elle n'a pas compris. Elle m'a dit quoi? Je lui dis, oui, on va arrêter là. Tu ne me payes même pas. Pour moi, que au départ, tu as voulu tester, c'est normal, c'est tout à fait normal. Mais le fait de vouloir à chaque fois prouver que ça va marcher, c'est que inconsciemment, tu cherchais la faille. Donc, en réalité, tu ne veux pas arrêter de fumer. non, elle Elle a n'était pas très prête mal du pris. tout. Elle a très, très mal pris. Elle a pris Ah ses oui, affaires. Elle a claqué la porte. Elle ne s'attendait pas. OK, bon. bah, Il se non, trouve que, je crois que c'était 8 mois après, quelque chose comme ça, on s'est retrouvés par hasard dans un événement, par hasard. Donc moi, je la vois de loin, je me dis, Bobo, qu'est-ce qu'elle va me dire? Et puis, je la vois toute souriante, qui s'approche vers moi et qui me dit, bonjour, comment allez-vous? Ça va? Ouais, ouais, ça va. Et en me faisant la bise, elle me murmure à l'oreille, elle me dit, au fait, vous aviez raison, hein, j'ai pas du tout envie d'arrêter de fumer. mais Mais t'as gagné au du moins, temps. elle l'a dit. T'as gagné du temps. Bon, C'est une perte. Bah ouais, oui, pour moi, ça ne sert à rien. Pour moi, ce qui est important, c'est-à-dire que de la même manière que le patient a un objectif à atteindre, moi, mon objectif, c'est de l'aider à atteindre son objectif. Mais je suis pareil. Enfin, dans mon métier, c'est pareil. Quand je vois quelqu'un, en fait, qui vient avec un projet, moi, mon test, en fait, déjà, c'est le timing, le temps. Oui. Mhm. Toi, c'est pareil. Aussi, bien sûr. Si les gens, ils n'ont pas le temps pour être en séance avec toi, c'est qu'ils ne veulent pas avancer, hein. Enfin, il faut qu'ils trouvent un créneau, Si ça ne à doit pas chaque être fois, très voilà, c'est ça. compliqué. Si à chaque fois, il y a C'était des… une volonté. Et un jour, moi, enfin, il n'y en a pas eu qu'un, il y en a eu plusieurs. J'ai dit, mais comment vous pouvez imaginer qu'en une demi-heure, je vais vous présenter un budget? Vous n'avez qu'une demi-heure. En plus, à des jours, en plus, à l'époque, maman était encore en vie et c'était un dimanche. Alors, ça m'a vraiment énervée. Et la personne, elle est revenue. Entre-temps, j'ai essayé de. Tu vois, j'ai lâché prise, hein. J'ai dit, vas-y, laisse tomber. On ne sait jamais. Repars sur de bonnes dispositions, j'en sais rien. Et en fait, mhm. je me suis rendu compte que la personne n'était pas de mon monde. Donc, ça, c'était pour ce cas-là. Mais pour moi, c'est important. Quelqu'un qui a un projet, c'est pareil comme Sintra. Il a un objectif, réussir en fait son objectif. Bah, moi, c'est pareil. Moi, ils ont des projets à réaliser. Donc, ça veut dire c'est lancer une marque ou avancer, peu importe en fait dans leur projet déjà, s'ils sont entrepreneurs ou autres, faire avancer le schmilblick. Mais si tu n'as pas de temps pour ton projet, c'est quand même pas moi qui vais en trouver pour toi et moi me donner presque corps et âme et toi, cool Raoul, bah non. Et donc, je ferme les portes. Je ferme les portes, je leur dis, voilà, le jour où vous aurez du temps pour vous occuper de votre projet, on se reverra. Mais si vous n'avez pas du temps pour votre projet, moi, j'en ai pas non plus, hein. Je ne peux pas et c'est hyper important. Mais c'est surtout que je pense que
la personne avec son histoire de cigarette, c'est de la provoque quelque part. Et je me dis, on ne sait pas pourquoi elle est Non, venue. non, 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 c'est parce qu'au départ, on pose la question, pourquoi est-ce que tu veux arrêter de fumer? En règle générale, les gens qui viennent, ils ont toujours une bonne motivation. Mais qui a de la motivation ne veut pas forcément dire le vouloir à 100%. Oui, je veux me motiver parce que mon père est mort d'un cancer du poumon, j'ai des enfants aujourd'hui, je veux donner le bon exemple. Ok, ça peut être une source de motivation, mais peut-être pas réellement à 100% au point de dire, ça y est, j'arrête complètement de J'ai fumer arrêté seule, moi, définitivement. tu sais, parce que je t'ai rencontré, j'avais déjà arrêté, hein. Et je pense que de toute façon, je l'ai toujours dit à tout le monde, je crois qu'il faut être prêt. Et bon, après, chacun son trouillomètre ou quoi. J'avais déjà arrêté, j'avais l'exemple. J'ai une amie, elle a perdu ses deux parents. Donc, le papa canule, enfin, c'est le truc là dans la gorge, j'ai rencontré la personne, enfin, c'est juste violent, quoi. Donc, à l'époque, j'avais 15 ans. Et ben, j'ai pourtant vécu ça. Quelqu'un m'a racheté un jour un paquet de clubs, les clubs que j'adorais. Pof, je suis reparti. Ça a duré 30 ans, perdre de rien, cette connerie. Et il a fallu qu'on me diagnostique, en fait, mon lymphome. Et ben, premier rendez-vous avec le médecin ici, pas en France. Une phrase, on a toujours une bonne raison de fumer. C'est vrai. C'est de sa faute à Mm. lui, à elle, à machin, au chat, pas au Oui. chat, le camion, pas arrêté, l'autre en stationnement, en voiture, on en fumait 100, au téléphone encore plus. Et je Mm. suis sortie de cet entretien, pas de ma consultation. Je crois que j'ai même encore le paquet. Voilà. Je ne l'ai même pas jeté, je ne sais même pas où il C'est est. bien, Et, c'est bien. Le paquet que tu gardes, c'est ton trophée en fait. et là, j'ai C'est pas bien. fait le calcul, j'en ai parlé avec quelqu'un, parce que quelqu'un, on a parlé de. C'est dommage qu'il soit pas là, c'est quelqu'un qui est dans le sport, c'est Guillaume Béguin. Et en fait, qui s'occupe, qu'on connaît, et qui est donc dans la santé. En fait, il faut faire attention aussi à ce qu'on mange, à faire du sport, etc. Donc forcément, fumer, bah, c'est pas bon pour la santé, on le sait. Et je suis pas sûre que ça avec lui, c'était quelqu'un d'autre. Et du coup, je n'avais pas calculé financièrement. Donc j'aurais économisé, a priori, 5 000 euros. Là, avec les calculs que j'ai faits. Wow. Tu peux faire un beau Sur, voyage avec ça. voilà. Donc, bon, j'ai pas envie de voyager pour l'instant. Mais, mais du Ok. coup, voilà, je vais fêter en décembre, le 9 décembre, mes 5 ans. Je me dis, bah, c'est waouh. Bien Mais, sûr. mais c'est vrai que après, tout le monde n'a pas mon mental. Ce que les gens ne savent pas, c'est que je suis une ancienne sportive. Donc, forcément, peut-être que j'ai cet esprit de guerrière que j'essaye d'avoir à bon escient. Voilà, c'est toujours les mêmes Mhm. histoires. Avec ma Mhm. psychorigidité, ma rigueur ou je sais pas quoi, je pense qu'il faut toujours que Bien les sûr. choses soient équilibrées. Et, Oui, là, pour le tabac, en fait, c'est autre chose, c'est un autre travail en hypnose, parce que le tabac, ça demande beaucoup, effectivement, de motivation, de volonté. C'est comme pour la perte de poids, c'est la même chose. Ça veut dire que là, c'est plus un accompagnement, c'est vraiment un accompagnement, c'est pas un travail de racine, c'est plutôt un accompagnement. C'est-à-dire que la personne, elle a envie, elle a juste besoin, elle a envie, on va dire, aller à 90%, 95%, mais elle a juste besoin d'une aide extérieure pour les 5 à qui va lui 10. permettre de booster son subconscient pour renforcer sa décision. Mais Et là, peut-être que t'as des gens peut-être qui. Enfin, moi, j'essaye de me dire que la racine, quelque part, en fait, quand tu manges ou quand tu fumes, il y a forcément un déclencheur derrière tout ça. Et ce déclencheur, il faut le trouver. Pourquoi tu es en colère et tu vas fumer une ça clope? dépend. Alors voilà, après, ça dépend. Est-ce que c'est des clopes? Parce que finalement, moi, j'ai pas arrêté du jour au lendemain. J'ai d'abord arrêté, en fait, euh, j'ai diminué en arrivant en Israël. D'abord parce que j'ai toujours moins fumé au soleil. Voilà. Toi qui vis ici, peut-être que tu te rends compte que tu fumes. Je ne sais pas si tu fumais plus en France ou si tu fumais avant en France, mais moi, je fumais moins ici. Et du coup, je Mhm. suis passé dans un cap de 3,8, 3, entre 3 et 10. Et du coup, Mhm. quand réellement tu diminues, bah, tu te rends compte en fait que tu n'as pas besoin de toutes ces clopes, qu'il y en a plein qui ne servent à rien. Oui, Il y a, en voilà. réalité, celles qui sont importantes, ce sont les cigarettes plaisir. Tout le reste, c'est en plus. Et ça, Ah souvent, oui, dans la quantité, il y en a beaucoup, beaucoup moins. C'est-à-dire sur 10 cigarettes, les cigarettes plaisir, en règle générale, c'est 3, une, 5. deux ou trois. Voilà, ouais, ça Ouais. dépend. tu Mm. sais la fameuse cigarette après manger avec le café. Oui, par exemple. Ou Ouais, mais celle le ça matin. très inconsciemment, alors pour pas avoir fait d'hypnose là-dessus, Mhm. j'ai plus envie de fumer, mais alors plus du tout. Je croise quelqu'un qui sent la clope ou avec une clope, j'ai envie de le frapper presque. Voilà. Je me dis, heureusement que j'ai arrêté. Je suis pas. En plus, j'ai des problèmes de. Enfin, Simra le sait, et même Vivi ou
enfin Franck ou Nat, savent que j'ai des problèmes en fait d'intolérance, d'odeur, un parfum, même des parfums que j'adore, voilà. Mais du coup, c'est c'est violent. Et par contre, il y a des moments, plage, 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 j'étais habituée à fumer sur la plage et au restaurant. Et donc, j'aimerais bien, en fait, de temps en temps, je me dis, tiens, là, j'ai envie de fumer une cigarette. Je vais pas Mhm. passer à l'acte, mais je suis en terrasse, en fait, je sais pas pourquoi, j'ai envie de fumer une clope. Alors qu'en fait, ça fait partie du décor, je crois, c'est un package. Et mon cerveau, il a gardé ça en mémoire. C'est comme ça. Exactement. Mm. C'est dans le subconscient, c'est ancré ce moment détente, plage, détente, cigarette. Voilà, ça dépend des. Exact. Comme tu vas voir des personnes, c'est au moment où ils vont avoir une crise de colère ou de frustration. Ah, j'ai besoin d'une clope. Ça dépend, chacun comment il a enregistré les informations du pourquoi Ouais. est-ce qu'il Ou tu as fume. besoin de manger La bonne aussi. nouvelle, c'est que moi, j'ai tué personne depuis. C'est bien. Ouais, ça aurait pu être possible, hein. C'est une bonne Mais chose, ça, du coup, c'était un Mathéo. bon test. Et d'ailleurs, c'était comme ça, en fait, à l'époque, même plus jeune, quand je rencontrais même avant de me marier ou même après. Et je me disais, est-ce qu'il me donne envie de fumer, hein? Et si le gars me donnait envie de fumer, c'était un test, en fait, pour me casser en courant. Ah, pas mal ça. Ah bah oui. C'est une bonne C'est excuse, pas ça. mal ça. Ouais, ouais, non, c'est une bonne Et il excuse, y hein. a une seule personne qui Bon. m'avait donné envie de fumer depuis que j'avais arrêté de fumer. Et Sibra le sait. Et du coup, je suis très contente de plus voir la personne. Et comme ça, c'est très bien parce que si les gens te donnent envie de fumer et te mettent en colère constamment, c'est qu'il y a un problème. Ah bon. Et je sais que bah, ça vient pas de moi parce que je suis Exact. pas. Je sais qu'en fait, je peux ne pas être en colère et que ça fait pas partie de moi. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui déclenche ce truc et que bah, ça sert à rien, quoi, voilà. Donc, Exactement. Exactement. voilà. Bien comme avertissement, ça. Parce que Mm. souvent, on rencontre des gens, on n'a pas l'avertissement. Et ça, c'est bien, je trouve, de savoir. Moi, je suis Lui, il me quelqu'un donne qui envie de fumer, observe, en laisse fait. tomber. J'observe en fait de voir comment je suis avec certaines personnes. Est-ce qu'elles m'apaisent? Est-ce qu'elles me mettent en colère? Est-ce qu'elles me stressent? Et, euh, et puis, alors, en fait, les gens le savent. Enfin, quelqu'un qui va m'envoyer un message qui est à 4000 km, on attend l'attaque de l'Iran, la première attaque de l'Iran, et la personne me fait, j'espère que ça va aller, on est avec vous, on prie. Bah, tu peux être sûr que le lendemain, je t'envoie un message et je te dis, mais, enfin, je l'ai bloqué. J'ai bloqué la personne parce qu'elle me réconcilie, elle me réconforte pas, elle m'apporte pas en fait de la sérénité. Euh, Moi non plus, je savais pas où Oui, l'émission allait mais atterrir. peut-être que c'était sa manière d'exprimer son angoisse et son souci vis-à-vis de toi. Fuck. Ok. D'accord. D'accord. Non, je vais juste, je dirais pas qui c'est, peu importe, on s'en fout. Les gens qui me connaissent, en fait, savent très bien qui est cette personne et c'est pas le problème. C'est qu'il y a juste qu'il y avait d'autres griefs. Donc, Oui. ça aurait été quelqu'un que j'aime profondément, qu'à merder et que je veux garder dans ma vie. Enfin, tu sais comment je fonctionne maintenant. Il y a plus de bouderie ou quoi que ce soit. C'est, voilà, t'as merdé, ne refais plus ça, ça m'apporte rien. Ou alors quelqu'un qui ne te connaissait pas assez, qui vient de faire ta connaissance, qui t'apprécie, et c'est sa manière de dire qu'il pensait à toi, mais qui ne te connaît pas assez pour savoir que c'est pas comme ça qu'il faut te parler, que tu as besoin d'être plus de trucs positifs que d'angoisse. Ça aussi, ça peut Je être. crois surtout que c'est des gens, en fait, parfois qui sont à 4000 km et qui ont besoin de se rendre intéressants par rapport à ce qui se passe ici et qu'en Mm. fait, ils se sentent pourtant concernés, mais qui ne sont pas dans le truc. Enfin, bref, Mm. voilà. Mm. Donc, tu as envie de leur dire, écoute, voilà, tu vas être concerné, bah, fais l'alia, hein. Moi, je vois rien, je travaille pas Mm. avec l'agent juive, mais à un moment donné, tu vas être concerné, tu veux sentir les trucs. Alors, tu veux vraiment être sioniste et être en Israël, bah, écoute, prends ton courage pour être poli hein, et viens t'installer, lâche euh, l'argent qui sert peut-être pas à tout ça, voilà, parce que souvent, en fait, c'est toujours le même problème, c'est une histoire d'argent, les gens ne viennent pas à cause de l'argent, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont devenir ici, et on ne sait pas, voilà, bah, moi non plus, je savais pas, voilà, moi aussi, voilà, je me suis rendu malade, je savais je savais pas ce que j'allais devenir, voilà. Et grâce à Simpra, puisque je peux le dire, elle a été le détonateur. J'ai terminé les séances, je suis arrivée à Batiam et j'ai postulé pour le job du siècle. Voilà, le job qui pour moi était le job du siècle. Je ne les nommerai pas parce que j'ai pas envie. Peut-être qu'un jour ils comprendront et je leur dirai le pourquoi du comment, parce que c'est important. Mais grâce à ces gens-là, grâce à un entretien pourri d'embauche, pour moi le job qui me semblait le job du rêve, je me suis lancée en 3 semaines.
Voilà. Mmh. Voilà. Mon truc existait et il n'y avait plus qu'à appuyer sur le bouton et je me suis laissé le créneau de 3 semaines qui était la date d'anniversaire et c'était une date importante, donc pas hébraïque, mais en tous les cas en civil. Et du coup, je me suis lancée. Donc, The Connection est né comme ça. Et voilà, je pense que c'est un cheminement, c'est plein de choses. The Connection ne serait pas né en France, pas à Paris. C'est né pendant mon cancer, après ma rencontre avec Simra. Voilà, et aujourd'hui, bah, on en est au 38e épisode de ce webinar. Voilà, le chemin parcouru, je ne vais pas pleurer, mais il s'en est passé quand même des choses. Voilà, on est le Très beau 31 parcours. octobre 2024. Je me dis, voilà, ça va faire 4 ans tout Comme ça. quoi, Et comme ouais. quoi, tu vois, dans la vie, quand moi, je dis toujours, tu as une porte qui se ferme, tu as une autre porte qui s'ouvre. Comme on disait tout à l'heure, on rencontre des gens, c'est pas pour rien. Moi, je l'ai vécu assez souvent dans ma vie. Des fois, des gens qui font que passer. Tu rencontres une personne, un après-midi, tu discutes. Le lendemain matin, tu te réveilles et tu ouvres les yeux sur plein de choses et tu te dis, mais bon sang, mais ce qu'on m'a dit là, c'est un truc de dingue. Et ça, j'y crois. Moi, je suis C'est des persuadée petits qu'il y a des anges gens qui qui vont viennent dans vous ta vie. voir. C'est des petits anges Ouais, qui des viennent gens vous qui vont dans voir. ta vie, c'est Des exactement ça. messagers. Des anges- Voilà, des Et ça t'a messagers qui te disent, déclenché oui, à ce mais moment-là non. parce que tu étais prête à l'entendre, comme moi avec la clope, la dernière fois, à l'époque. Voilà, cette médecin, le docteur Chabat, qui m'a soigné à l'époque mon cancer, avec l'aide de Dieu, parce que je leur ai dit, l'assistante sociale à l'époque, elle m'a dit, ah, t'as vu, grand docteur, je fais non, non, là-haut. Elle est le pion qui a fait qu'il y a un traitement, qu'elle a su se servir, mais ça reste quand même les mains de Dieu. Mais du coup, il y a des gens qui sont là. Je sais pas si tout le monde connaît Anthony Bourbon, qui est un gars qui fait partie de l'émission, en fait, qui veut être mon associé, qui aide beaucoup les entrepreneurs et qui est très présent sur les réseaux sociaux. En fait, il image les choses en fait en disant on est dans un train et les gens montent dans le train avec nous. Et donc, il y en a qui restent avec nous dans le train toute notre vie, et puis il y en a qui descendent, qui remontent, qui descendent, qui remontent, qui remontent pas, voilà, qui sortent de notre vie, qui remontent. Voilà, ça prend pas. Il y a un message qui va marcher, qui va pas marcher. On te dit quelque chose peut-être maintenant, tu vas peut-être pas l'entendre, ça va faire un chemin. Et peut-être qu'après, on va te le répéter ou une autre personne. Peut-être que c'est pas la bonne personne qui te le dit. Moi, je sais que malheureusement, à l'époque, j'étais pas à l'écoute de ma maman. Et, et après, il fallait que j'ai réconcilié des choses avec elle pour que j'arrive à entendre ce qu'elle me disait, alors que d'autres pouvaient me le dire. Et ça marchait très bien. Et c'était peut-être vexant pour elle. Mais il y avait. Et après, il y a des façons de dire les choses. Après, je crois que. Ouais, c'est des histoires de moments. Comme l'histoire de la clope, là, bah, c'est la même personne qui voulait pas arrêter de fumer, bah, peut-être qu'elle n'était pas prête et que aujourd'hui tu pourrais la rencontrer, elle va te dire bah, j'arrête de fumer, on ne sait pas. Mais tout est une histoire de moment et je pense qu'après, il faut peut-être régler plein de choses. Donc, allez te voir. Oui, il y a un cheminement à faire. On a tous un cheminement à Bien sûr. faire sur des Mm. différentes choses. Bien Et sûr. je pense qu'il y a des moments tu peux entendre et des moments c'est même pas la peine. Ça Mm. peut être la famille, les amis, les proches, n'importe qui. Un inconnu dans la rue va te dire un truc, ça va faire tilt. Alors que tu disais ta propre maman, elle te disait des choses que tu es. Je pense que les mamans, on a du mal. Avec la mienne, c'est pareil. Quand elle me dit quelque chose, mes propres enfants me disent la même chose. Quand tu nous dis ça rentre, ça sort, quand leur grand-mère leur dit la même chose, ça marche à tous les coups. C'est agaçant, mais bon, c'est comme ça. Je pense Ouais, qu'on mais a tous, voilà. la staff Puis en touche. vieillissant, C'est pas. oui, en Ouais, vieillissant, tu vois les choses différemment. Tu te dis, ouais, maintenant, bon, bah, maintenant, il y a les petits-enfants, donc il faut faire avec les petits-enfants. C'est assez rigolo d'ailleurs, parce que tu as élevé tes propres enfants et maintenant, il y a les enfants des enfants. Et quand on les a, on se rend compte qu'on ne fait pas du tout la même chose qu'avec les Pas du grands. tout. Alors, vraiment pas du tout. Mais vraiment, vraiment pas du tout. moi, je l'ai vue Ah à l'œuvre. oui, Hein, donc, alors, je ne l'ai pas oui. connue. Je l'ai pas connue jeune maman, mais moi, je la vois aujourd'hui. Pas du tout, pas du tout. Bah, en Grand-mère. fait, le grand-parent, on n'a pas de responsabilité d'éducation. Donc, Exactement. tout passe à travers les messages d'amour, les histoires, ce que les petits-enfants aiment entendre, l'histoire des grands-parents, quoi. Donc, le Oui, message passe autrement. Souvent, le message passe autrement. puis comme je dis, comme vous dites si bien, c'est pas à nous de les éduquer, malgré que de temps en temps, je remette un petit peu les points sur les i. Mais c'est un autre contexte et c'est une autre relation qui est aussi fabuleuse, magnifique, aimante, etc. Mais c'est vrai que c'est pas les nôtres. Donc, on les aime, c'est quand même les nôtres quelque part. Mais comme je dis, moi, quand je rentre le soir, je suis toute seule avec mes chats. Donc, c'est cool, parce que j'en ai gardé 2 hier après-midi, je suis rentrée crevée. Mais, mais c'est vrai que je vois mes filles qui maintenant ont des enfants.
me disent ce que tu nous disais quand on était jeunes. Elle dit maintenant, on a compris. Ouais, oui. Ah oui. Après. Puis bon, les mamans, c'est toujours délicat. Moi, j'ai ma maman qui va avoir 90 ans, qui a énormément de caractère. Des fois, je suis obligée de la recadrer, quoi. Elle me dit, t'es pas ma mère. Je dis, bah, compare pas toi comme une gamine de 12 ans non plus. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais Et je pense que voilà. c'est très intéressant ce que vous dites parce que je pense qu'en réalité, même dans l'éducation des enfants, on devrait un petit peu avoir ce recul. C'est-à-dire que Oui, en réalité, les enfants, c'est pas une prolongation de soi-même. exactement. On devrait, alors c'est vrai quand on est des jeunes parents, c'est pas évident parce qu'on n'a pas l'expérience. Aujourd'hui, les années passent, on parle avec l'expérience derrière soi. Mais si on devait donner un conseil, enfin pour ma part, si je devrais donner ce conseil aux jeunes parents, surtout de ne pas considérer leurs enfants comme une prolongation de soi-même, une extrapolation de soi-même, mais au contraire, de les élever chacun par rapport à leur identité, par rapport à leur personnalité, par rapport à leurs forces, par rapport à leurs faiblesses et par rapport à leurs Exactement. désirs et leurs souhaits. Nous, on est là au départ quand ils sont petits pour leur donner la base, les bases et leur montrer qu'il y a différents chemins. Et après, instaurer ce climat de confiance pour leur dire, on a confiance en vous, vous allez sûrement vous tromper, mais c'est pas grave. Moi, par exemple, j'ai toujours fait grandir mes enfants avec cette phrase. Aujourd'hui, ils sont adultes. Le plus jeune, il a 21 ans. Je leur ai toujours dit, peu importe ce que tu as fait, tu as tué, tu as volé, tu as fait la pire des choses, peu importe. Viens me le voir, viens me voir, dis-le-moi. Tu te ramasseras sûrement une claque, mais après, je serai là pour t'aider. Et ça a toujours été une phrase qui les a accompagnés et ça a permis justement de créer ce lien avec eux, de ce climat de confiance. Donc, ils sont là, ils viennent poser des questions, ils savent que ce que je vais leur dire, c'est des conseils. Après, bon, ils apprennent, Ouais, ils apprennent par Bah oui, eux-mêmes. on est libre. voilà, ils On est apprennent la libre. vie. Exact. On C'est est leur libre. expérience. Ils doivent faire leur expérience, même petits. Moi, je leur ai toujours dit, tu apprends à faire du vélo, tu tombes, mais ça fait partie de l'apprentissage. Il faut que tu remontes, que tu recommences. Et tu verras qu'après, ça ira très bien. Et quand tu sauras faire du vélo, tu ne tomberas plus. Et il y a plein de choses comme ça dans la vie qui souvent, surtout quand ils sont ados ou pré-ados, alors là, c'est fiesta tous les étages, c'est ça. Mais c'est marrant, c'est que maintenant, moi, mes enfants, la plus jeune de mes filles a 32 ans. Mon aîné a 37 ans, ma deuxième, elle a 34 ans. Ils ont tous des enfants, ils sont tous en couple, tout va très bien, touchant du bois, alléluia. Et je me dis, je suis fière de ce que j'ai fait parce que mes enfants sont complètement indépendants, que ce soit financièrement, moralement et tout, tout va bien dans leur vie. Ils ont tous un bon travail, ils sont tous propriétaires, ils ont des enfants en bonne santé, tout va bien. Quand je vois autour de moi toutes ces mamans qui galèrent avec des enfants de 28 ans encore à la maison, bon courage, fighting, parce que moi je me dis, bon, je m'en suis bien sortie, j'ai de la chance. Et pourtant, ça n'a pas été facile tous les jours. Mais c'est vrai que je leur dis, regardez ce que nous, on a vécu quand j'ai divorcé, on s'est retrouvés tout seul, avec une main devant, une main derrière, pas plus, et on s'en est tous sortis. Je leur dis, alors quand vous vous plaignez que, oh ben mon mari ne gagne pas assez, je voudrais acheter ça, mais j'étais là, papa, calmons-nous, calmons-nous. Vous voyez déjà ce que vous avez et tout ce que nous, avec quoi on a vécu. Et c'est Mais marrant. peut-être que Vous l'essentiel, vous c'est pas rendez du compte, matériel, c'est peut-être de la ce que vous venez santé. de dire? C'est la Vous vous santé. C'est ça. vous rendez compte de ce que vous venez de dire? C'est quelque chose d'extraordinaire. Mhm. Parce que je ne sais pas si vous vous en êtes aperçu, mais vous avez Non. tout simplement décrit les fameux cases départements qui sont allumés. Ouais. D'accord. Tous. Ah bon, tous? Oui. Cela, dans le Je- département, apparemment, dans le Famille déjà. département famille, vous, Famille, en tant c'est que ouvert. On maman, est ouvert. vis-à-vis, voilà, le département famille, Ah oui, ça oui. département maman vis-à-vis des enfants, ça, c'est des cases qui sont allumées. Ah oui, ça sûrement, oui, parce que pour moi, maintenant qui suis célibataire depuis de nombreuses années, pour moi, c'est Et ben, c'est ces cases-là, la famille. c'est ces cases-là qui sont censées, c'est ces cases-là qui sont censées éclairer les cases du département qui s'est éteint au moment de. Donc, tu vas partir, tu vas Il doit y prendre en rendez-vous avoir avec d'autres. Sandrine. J'imagine, il y en a Des d'autres qui sont applications de encore qui sont rencontres, allumées. Isabelle. Voilà. Voilà. Il y en a Allez. d'autres qui sont allumées, c'est évident. Mais ça veut dire déjà, voilà, vous venez de découvrir en parlant, juste en parlant là, vous venez de découvrir que effectivement, il y a quels sont certains départements qui sont allumés et même bien allumés. Ok.
Ah bah c'est déjà bien, il n'y a pas au moins. On dit souvent en blaguant, il n'a pas l'eau à tous les étages, mais moi j'ai des lumières qui sont allumées, c'est bien. Bien sûr, mais on a tous des lumières allumées, heureusement. Oui, oui, oui. Heureusement d'ailleurs, parce que je me dis toujours ce que tout le monde vit, parce qu'il y a des gens qui ont des histoires pires que la mienne. Moi, je me plains pas trop. Je me dis, j'arrive à quand même garder la positivité et puis la joie de vivre. Heureusement pour moi. Je me dis, il y a des gens qui passent par des épisodes moins graves que ce que j'ai vécu et qui s'en sortent pas. Je vois Delphine aussi avec tout ce que tu as vécu. Quand je te vois aujourd'hui, je me dis, waouh, tu vois, c'est tout Et le tu monde sais pas tout, hein. Et tu ne sais pas tout. je sais pas. Mais c'est vrai que je me dis, il y a des solutions, ça c'est clair et net. Euh, il faut se servir de ce qui existe. Après, il y a tout et n'importe quoi, ça on en est conscient, parce que franchement, il y a vraiment des fois où je me dis, ça craint. Mais l'hypnose, pour moi, c'est quelque chose de complètement réel, parce que ça a l'air comme ça très, très, comment dire, pas ésotérique, mais euh, comme ça fait partie du conscient, du subconscient, du cerveau et de tout ce qui s'y passe, c'est vrai qu'on a toujours l'impression que on voit les émissions à la télé, ils Ah, font mais de non, il faut l'hypnose, lâcher ça. Il faut tout oublier. ça, voilà. Oui. Ça n'a rien à voir. Mais il y a beaucoup de gens qui disent ça. Ça, je suis d'accord avec Viviane complètement. Et je pense qu'il y a des moments dans la vie aussi où on se sent prêt ou pas. Ouais, exact. C'est toujours la même chose, une histoire de moment, la bonne rencontre, fameux déclic au bon moment. Exact. Et, Exact. et voilà. Aussi, Et là, ça complètement. fait déjà 2 heures qu'on est là. Oui, moi je vais devoir vous Et alors, je laisser. vous ai dit que j'avais pas de rendez-vous, mais j'ai réellement un rendez-vous derrière. Non, non, moi aussi, moi j'ai envoyé mon Pas message. professionnel, mais j'ai un C'est vite passé, mesdames. Très passé Voilà. très, Ah, bah très vite. écoute, Et messieurs, pardon. Je remercie tout Madame, le monde d'être venu en tous les cas. deux messieurs n'ont pas parlé. Ah, dommage. Isabelle, si vous On est voulez, peut-être si un vous peu souhaitez, on bavarde. reste en contact, on s'envoie un message, on se parle et puis on voit si vous voulez. Et pourquoi pas? D'accord, Écoutez, avec plaisir. d'accord, ça marche. Avec plaisir. C'est super. Merci à Merci tous. beaucoup, Delphine. Moi, c'est moi qui te Merci remercie. beaucoup à Et, Delphine. Merci à vous tous. je Merci remercie Franck. tout le monde. Je remercie Nat, Merci Franck, Symra, Doris, merci Bien. beaucoup. Claudine, Merci beaucoup. Christine, Plaisir. donc Vivi, Isabelle, Yael, on ne sait pas qui c'est. Et voilà. Oui, non, finalement, c'est pas Yael Cohen, c'était pas elle. Ah, Yael a disparu. On ne sait Ouais, pas. On saura. voilà. Et au revoir, messieurs, qu'on Au n'a pas revoir. entendu. Au On revoir se tout le monde, retrouve à bientôt. On se retrouve Au le revoir. 12 Merci beaucoup, Delphine. pour les objets Merci. publicitaires. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.